Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs, merci infiniment de nous retrouver pour cette édition dernière de la semaine sur 10-12. Le Zénith, c'est une rencontre exceptionnelle qui vous permettra encore de partager avec nous toutes nos réalités autour des sujets qui gravitent bien évidemment autour du Cameroun. Et avec vous, nous tenterons véritablement de mieux les comprendre, de mieux les disséquer, de mieux les analyser avec la contribution de toute la famille ici présente sur le plateau, Charles-Amel Batou, Bonbon Bengan, Karine Santia et Dominique Audrey Oyengelek. Et comme nous on aime à le dire, mesdames et messieurs, ensemble unis pour la même mission, c'est de vous servir. Aujourd'hui, c'est l'ancien coach des Lions indomptables, Hugo Bros, qui rentre dans son, dans son paiement après moult tractations et des poursuites, bien évidemment au niveau de la FIFA. Comment le Cameroun a-t-il vécu ce moment? N'a-t-on pas le sentiment qu'il y a une énième humiliation du Cameroun dans cette affaire? Et on tentera également ce matin de comprendre exactement ce qui se passe lors des paiements. Est-ce la Fédération camerounaise de football qui a fait ou encore opéré le paiement, ou finalement est-ce le ministère des Sports via le ministère des Finances qui aura opéré ce financement? Le Cameroun ou les Lions indomptables appartiennent-ils à la Fédération camerounaise de football ou encore à l'équipe, à la nation camerounaise? On en parlera dans cette édition. Nous voudrions également ce matin saluer entre autres les tradis praticiens qui hier étaient devant les parlementaires à Yaoundé pour montrer leur savoir-faire, mais surtout prouver qu'ils peuvent également apporter des solutions camerounaises autour du coronavirus. Vous le savez, la pandémie qui vient de faire plus de 12 000 cas au Cameroun, c'est extrêmement important de saluer ce regard-là, mais surtout de se demander est-ce que l'ouverture aux solutions de la phytothérapie pourrait éventuellement permettre au Cameroun de dire enfin nous aussi en tant que Camerounais nous avons une solution camerounaise. Madame, messieurs, on en parlera dans cette édition, mais surtout vous rappelez que 12 ans de prison pour un ex-régisseur, il a spolié la somme de 95 millions de francs CFA mis à la disposition par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour valoriser les matériaux locaux. On en parlera dans cette édition. Allons déjà saluer Bonbon Bengan ce matin. Bonbon, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur le programme 10-12 Le Zénith. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'Assemblée nationale du Cameroun amènera-t-elle le gouvernement à accepter enfin qu'il existe une médecine douce dans ce pays et l'inscrire comme volet essentiel dans le traitement des patients, dans le traitement et la prise en charge des patients dans notre pays? Il existe un laboratoire national de recherche des plantes médicinales, mais apparemment qui ne donne pas de résultats. L'Assemblée nationale va-t-elle peser de tout son poids pour que le ministre de la Santé publique et le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation valident désormais les protocoles déposés par les thérapeutes camerounais pour validation? Il voudrait, ça c'est un souhait, que demain, à l'hôpital, qu'on puisse vous prescrire une ordonnance qui vous amène à acheter des produits de la médecine dite conventionnelle, mais également une autre ordonnance pour, si vous avez le choix, d'acheter les médicaments de la médecine traditionnelle africaine. Ça s'appelle la médecine douce, contrairement à ce qu'on laisse croire que c'est traditionnel. Mais là aussi, on oublie que l'Occident, c'est aussi une tradition. On veut superposer ces deux médecines en donnant une grande valeur à l'une sur l'autre, non? Nous, les Africains, nous pensons que nous sommes dans la notion de complémentarité. C'est très bien. Même si on dira à chaque fois qu'il y a des limites avec la médecine douce pour le simple fait qu'on ne parvient pas toujours à bien comprendre la réalité autour du dosage, mais dit que jusqu'à présent, bon Bengan, le dosage n'a pas toujours constitué un problème pour les Camerounais qui consomment tous ces produits. On ne les a jamais appelés. Ça me renvoie à la création de l'OU en 63. Nkrumah organise une réunion, les Senghor sont à d'autres, mais on vient interroger Senghor pour donner les orientations de Kwame Nkrumah, alors que Nkrumah est là lui-même.
Est-ce que s'est-on approché des thérapeutes camerounais pour savoir s'ils ont un problème de dosage? Lorsqu'ils déposent eux-mêmes leur protocole pour que le laboratoire d'analyse des plantes médicinales adopte, est-ce qu'ils ne prévoient pas un protocole de traitement, une posologie et tout? Attendez, soyons sérieux. Vous ne confondez pas les médecins, les potions qu'on vous vend dans la rue. Et je vous dirais également que même, vous savez bien qu'il y a des pharmacies, mais vous avez également des pharmacies de la rue. Très bien. Donc vous n'allez pas prendre pharmacie de la rue comme référence. Merci. Les tradis praticiens à l'Assemblée nationale camerounaise, il faut également mentionner que toujours à l'Assemblée nationale, enfin, il y a eu dans cette rencontre, le président de la Chambre du Parlement, bien sûr, la Chambre basse, c'est vraiment, on n'aime pas le terme Chambre basse, quand on parle de Chambre basse aujourd'hui, Chambre haute, mais c'est une réalité. C'est une terminologie fausse, ne l'intégrons pas dans le champ politique camerounais. Assemblée nationale et Sénat. Parce que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Donc en fait, c'est même le Sénat qui est la chambre basse. En réalité. Mais ce que je voulais mentionner justement, c'est qu'à l'Assemblée nationale, un réseau d'assureurs a été créé effectivement. La plateforme à la tête de laquelle Kavaye Yegye Djibril a porté bien sûr un spécialiste. Le jeune député SDF du Mungo Sud est chargé bien sûr de valoriser ce vaste marché autour de l'assurance. Et en l'entendant effectivement parler, il dit que si on parvenait vraiment à revoir le secteur de l'assurance au Cameroun, il y aurait pas mal de choses en termes de progrès dans notre pays. Charles Membachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au directeur général d'Eneo, monsieur Eric Mansoui. Que s'est-il passé à la centrale hydroélectrique d'EDEA? On nous parle d'un incendie qui aura fait de graves dommages, qui aurait provoqué de graves dommages. Un poste de 15 kV qui a gravement brûlé. Et ce n'est pas la première fois. On parle du matériel obsolète, mais un matériel dont il semblerait qu'on avait défalqué de l'argent pour renouveler. Dans tous les cas, attendons voir. Attendons de voir ce qui se va donner, Charles Membachou. Allez, Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux ménagères du Cameroun, particulièrement des grandes villes du pays qui sont qui sont plutôt très contentes parce qu'elles célèbrent depuis quelques semaines déjà le prix vraiment dégringolant et super abordable de la tomate dans les étals, au marché. Et pourtant, les agriculteurs crient aux abois. Et à l'origine de tout cela, les commentaires sur Internet nous disent que c'est la fermeture des frontières. Oui. On en parlera, madame, monsieur. Certainement, les ménagers qui sont à la maison avec nous ce matin nous diront exactement comment est-ce qu'elles apprécient le fait que le cajou de tomates est baissé, le coût du cajou de tomates est baissé sur le marché aujourd'hui. Vous entendrez parler, elles sont nombreuses. On nous fait savoir que des mamans ont pris sur elles d'acheter des cajous de tomates qu'elles ont mises à la maison. Frontières fermées, c'est la raison certainement aussi d'autres raisons. On en parlera tout à l'heure avec Karine Sontia. Allons déjà dire bonjour à Dominique Audrey Oyengele qui est avec nous ce matin. Bonjour Dominique, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, merci de me recevoir ce matin. Oui, vous êtes chez vous en même temps sur votre programme 10-12 le Zénith et rapidement avec vous, rentrons dans l'histoire du jour. Dominique. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire de deux amis, deux collègues à la base qui se sont liés d'amitié au fil des années. Et l'une d'elles nous écrit pour nous dire j'ai un problème et je suis dans une situation embarrassante. Je ne sais pas garder les secrets. Elle raconte qu'une amie à moi m'a confié des choses sensibles sur une situation, un secret de famille qui impliquait son mari dans la mort d'un de ses enfants. Et lorsqu'elle s'est confiée à moi, elle s'attendait à ce que je la console, que je lui dise comment sauver son couple et comment conseiller ou bien entretenir son mari à cette époque-là. Ce que j'ai fait. Malheureusement, ce secret, je l'ai dit à une autre amie et ça s'est retrouvé dans les oreilles de ma collègue en question.
La première fois que l'incident s'est produit, un incident du même genre, ma copine m'a raconté que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait subi des attouchements et même son mari n'en avait jamais entendu parler, et cette fois-là encore, j'avais dévoilé ce secret. Aujourd'hui, je l'évite sur mon lieu de service pour ne pas avoir à me justifier sur cette situation. Comment m'en sortir? Est-ce que je suis malade ou bien qu'est-ce qui m'arrive? J'aimerais bien comprendre. Voilà, c'est bien sûr l'histoire de ce matin que nous restitue Dominique Audrey Oyengelek à l'occasion. On comprendra qu'il se pose un réel problème. Comment garder les secrets? Comment mieux les contenir? Certainement autour de vous, madame, monsieur, il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur comment garder ces secrets. Vous, on vous fait des confidences et tout le monde de temps en temps et vous ne savez pas les garder. Et là également, voilà un problème qui se pose ce matin. La téléspectatrice demande à savoir comment faire pour garder le secret. Une réalité aussi ancestrale, mon Bengal, quand on sait en même temps que on va dire, dans un passé, nos parents savaient garder les secrets, parfois on mourait même avec ces secrets-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour dire à cette nouvelle génération, cette nouvelle jeunesse, savoir, voici comment il faudrait s'employer pour mieux garder ces secrets? Conseil de père que vous êtes. Non, mais je vous dirais d'aller lire le Coran ou la Bible et aller à Harvard dans vos universités, vous saurez garder les secrets. Simplement. Non. Et le problème, qu'est-ce qu'un secret? Quelle est la valeur d'un secret? Quelqu'un vous confie un secret, il vous confie une partie de lui, une partie, son intimité. Alors, et justement, lorsque pourquoi j'ai fait allusion à ces données-là, les églises importées et vos civilisations. Justement, parce que vous êtes dans une civilisation au moins débridée. C'est débridé, où on commence d'abord, on ne sait pas comment je vais dire ça, on élève ses enfants. Notamment comment on les élève, comment ça a été fait. Ça commence par là. D'abord, comment une femme accouche. Il y a des enfants qui montent le coude en accouchement. Il y a des enfants qui naissent avec les dents. D'autres qui montent les fesses. Il faudrait savoir ça. Ça a une signification. Oui. Et que vous ne savez pas. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, la médecine a évolué, mais il y a plus de césariennes qu'à notre époque. Et vous dites que la médecine a évolué. Voilà comment c'est pour cette raison que la femme, d'abord, quand elle commence le travail, comment les études d'accouchement, on ne dit pas à n'importe qui. Quelquefois même à son mari. On va, divertissement, on va. L'enfant est né comment? Il y a des secrets. C'est ça le truc. Ça, c'est parce que précisément, la civilisation d'aujourd'hui ne sait pas ce qu'on appelle l'épanouissement de l'individu qu'il pense encadrer. C'est ça le véritable problème. Vous ne connaissez même pas comment on encadre un individu et la société. Or, j'entends souvent des phrases « pour mieux vivre, vivons cachés ». Mais au même moment, vous voyez un type de comportement qui n'est plus lié à ce que les gens vous disent. Ils sont embrigadés dans des clôtures. Il y en a même des clôtures qui dépassent les maisons et tout. Oui, ils vont cacher vraiment. Maintenant, vous confiez dans des secrets. Vous ne pouvez plus garder les secrets. Pourtant, vos maisons sont clôturées, sont outillées et vous développez. Voilà, c'est pour cette raison qu'on vous dit, revenons à la case départ. La case départ, ce sont vos traditions. Les traditions ne se limitent pas parce qu'il y a une veuve qu'on a maltraitée parce que... Et c'est là où on se cantonne. C'est le secret qui fonde la vie d'un homme. C'est le secret qui fonde la vie d'un homme. Quand vous dévoilez un secret, notamment de ce genre-là, vous brisez sa vie et la vie des autres. Et au même moment, c'est vous qui dites, ah oui, évitez d'étiqueter les gens, évitez de. Maintenant, on te confie un secret, tu donnes, tu diffuses le secret. Vous allez donc venir comment? Ça veut dire que cette amie-là, elle est malade, parce que c'est ça sa question, elle est malade.
il faut qu'on la soigne. Elle ne sait pas garder sa langue? Oui, elle est malade. Elle est malade parce qu'à la elle base... va briser non seulement la vie d'un individu, la vie d'un couple, la vie de toute une communauté. Mais, je ne comprends pas. Vous qui êtes ancien, vous qui êtes également un encadreur par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des éléments d'éducation à la base? Lorsqu'un enfant naît, qu'on commence à lui dire, à partir de, je veux dire, à l'âge de la raison, apprends à ne pas parler. Je vous dis que nous, c'est comme ça, dès le bas âge, quand maman prend d'abord, pourquoi tout? L'enfant qui commence à prendre la nourriture dans la marmite, maman gronde. Quand il sait que c'est exagéré, papa n'est pas au courant, il va dire, si tu continues, je vais dire à ton père. Vous voyez un peu comment ça fait. Il y a déjà un secret là, mais ce secret va dans, j'allais dire, l'encadrement de l'enfant. S'il est un garçon, quand on va l'amener à la circoncision ne se passe pas à la maternité comme vous. C'est-à-dire, le garçon sait qu'il y a des secrets de la circoncision. Donc, il affronte la vie, commence à garder les secrets. La fille, la jeune fille qui commence à voir ses menstrues, quelquefois c'est douloureuse, quelquefois du tout, elle garde ces secrets. En fait, je veux dire, ces deux moments de la vie d'un enfant, ça s'apprend avant même d'aborder l'adolescence. Et pendant l'adolescence, c'est ce que Charles Lamel vous dit souvent. À ce moment-là, vous êtes comme un disciple. Un disciple, on vous apprend la vie. On vous apprend d'abord vous-même. On vous apprend la vie partout et dans toutes ces composantes. Donc, à ce moment-là, mais aujourd'hui, vous voyez, la jeunesse commence à être débridée. On dit, laissez les enfants, laissez ici. Et elle grandit donc dans sans savoir qu'elle est en train de développer une pathologie qui va gâter la société. Ça veut dire qu'en fait, elle, même si elle travaillait dans les services de renseignement, c'est des genres d'individus qui diffusent des courriers confidentiels dans les réseaux sociaux. Comme vous voyez, là, c'est ça la maladie. Parce qu'elle ne sait pas justement garder les secrets. Vous êtes dans une civilisation débridée. Très bien. Et c'est un problème. Donc, en fait, bon, peut-être faudrait un exorcisme collectif, mais pour elle, c'est une maladie. Comme elle s'est confiée, qu'elle rentre, la première cure qu'elle doit commencer à faire, c'est d'aller chez son ami là qui lui a confié un secret. Mais va-t-elle le faire de bonne foi? Bonne question. Le problème. Karine Santia, dites-nous effectivement, lorsqu'on a une amie dont on garde d'elle des secrets et qu'à un moment donné, quand on se met à les divulguer comme ça, certainement, bon, comme on l'a dit, on va tuer la relation, mais est-ce qu'il y a lieu à la fois de sauver la relation et de sauver également sa personnalité aussi vis-à-vis de l'ami que l'on enfance en balançant toute sa vie sur la place publique? On ne sauve pas les relations qui ont été détruites par la trahison. Parce que celui qui vous trahit aujourd'hui peut le refaire demain, peu importe les circonstances. C'est-à-dire que vous pourriez pardonner sa trahison aujourd'hui et demain, vous lui direz autre chose. Parce que, vous savez, les secrets sont les affects les plus intimes des individus. C'est le moment où le conscient et l'inconscient se mélangent. Et du coup, on n'a pas envie que ça se sache. Le conscient, pourquoi? Parce qu'on est conscient du fait que ce qu'on veut dire là n'est pas forcément bien. Ce qu'on vous demande de garder n'est pas forcément bien. Et l'inconscient, c'est qu'on veut protéger cette chose-là. On est conscient, c'est pas bien, mais on veut que ça soit protégé, que ce ne soit pas divulgué. Mais lorsqu'une personne à qui vous avez eu, parce que ça demande du courage, il dit du courage pour ouvrir sa bouche. Non, c'est plus que le courage, c'est la témérité même. Pour ouvrir sa bouche et expliquer. Il y a des gens qui ne vont même pas parfois dans les oreilles pour dire dans le bouche à oreille, qui sont capables de le dire en public. Dire quoi? Dénoncer? D'exposer votre secret en public. Oui. C'est-à-dire que vous avez un petit désagrément et la personne vous expose en public. Oui. Ce que vous avez dit en disant que s'il te plaît, c'est parce que c'est trop lourd dans mon ventre que j'aimerais que tu le gardes dans le tien. C'est vrai que ce que je te demande est vraiment difficile, mais s'il te plaît, garde-le. Prends une partie. Oui, parce que quand vous vous confiez à quelqu'un, c'est pour que la personne vous aide à porter votre charge. C'est pas pour que la personne se débarrasse de votre charge en l'exposant. Mais quand la personne expose votre charge, ça veut dire que la partie qu'elle a gardée de vous a été mise à nu. Du coup, vous,
Vous êtes mise à nu. Et c'est pas comme si elle-même, elle sera bien vue par les personnes à qui elle a raconté ça. Parce que vous-même qui avez raconté, je ne vous dis pas ce que les gens disent de vous qui avez raconté. Donc pendant que vous êtes en train de regarder le derrière de quelqu'un, en pensant que vous regardez bien, derrière vous, on regarde aussi le vôtre. La fameuse théorie. Oui. Et c'est difficile à accepter. Pourquoi? Parce que les femmes ont cette tendance à ne pas savoir garder leur langue. Cette langue que nous avons, qui nous permet de tester les goûts, est aussi la langue qui dégoûte, qui vomit les goûts. C'est-à-dire que vous avez absorbé l'histoire de quelqu'un avec toute la sensibilité, la difficulté. Vous êtes la personne encore qui va et vomit l'histoire de la personne face à une autre personne. Comme quoi, quand elle vous racontait même cette histoire, vous êtes en train de la juger directement. C'est ça qui se passe. Quand quelqu'un raconte votre histoire, pendant qu'il vous écoute, il est en train de faire votre procès. Est-ce qu'il peut y avoir une réparation individuelle? Est-ce qu'on peut réparer cette attitude-là où on ne sait pas tenir sa langue? Et voilà, est-ce qu'on ne peut pas réparer ça? Est-ce qu'il y a une façon féminine? Psychologiquement, de cas. Ça s'explique en psychologie. Oui. Mais ça demande beaucoup de travail parce que vous allez devoir encore pendant votre travail psychiatrique raconter ce que les autres vous ont dit pour qu'on vous aide à garder ce que les autres vous ont dit. Donc ça demande beaucoup de travail. Sauf que ma mère faisait souvent le genre, quand vous voyez quelque chose que vous n'auriez pas dû voir et que vous vouliez parler, ma mère elle tape votre bouche pour que vous arrêtiez de parler. Donc parfois, si vous êtes même un adulte et que vous sentez que vous avez envie de dire quelque chose qui pourrait heurter les autres, qui n'est pas votre propre histoire, tapez-vous la bouche même 3 fois. Pour vous rappeler qu'en fait, c'est pas mon histoire, il faut que je m'arrête. Parce que l'histoire des autres que vous racontez n'est pas la vôtre et donc elle pourrait faire mal, non pas seulement à la personne, mais à la personne à d'autres personnes qui sont engrangées par cette histoire. Ça fait très mal. Cher Lamel, il y a comment on dit ça? Je vais me servir de la Bible pour dire, bien sûr, même si je ne connais pas le verset, le pouvoir de la vie de la mort se situe sur le bout de la langue. Ça se dit très bien. Alors, il va falloir justement aujourd'hui que les gens apprennent à tenir la langue et de protéger justement leur environnement pour le cas précis de l'histoire du jour. Ceux qui ont gâté la valeur du secret en Afrique, c'est les colonisateurs et les missionnaires catholiques. À travers l'acte de la confession, où vous venez leur dire le secret, aussitôt ils allaient le dire aux administrateurs qui vous arrêtaient de nuit, soit vous tuaient, soit vous envoyez tout simplement M. Michel Ngachou en cellule. Donc je le dis aujourd'hui, si l'Afrique a perdu cette substance, c'est en majeure partie à cause de l'Église catholique avec le processus de la confession. Ça, c'est connu de tout le monde, Charles. Donc, il faut déjà le dire. Oui. Ça, pour dire que les Bantous... Ah, c'est peut-être pas pour tout le monde, les Bantous avaient la notion du secret. Ça s'est perdu avec la confession, où vous avez l'impression, on vous appelle... On vous écoute. On vous dit, viens. Or, il y a une contradiction. Dans la Bible, il est écrit, lorsque tu veux parler à ton père, enferme-toi dans le secret, parle-lui, il est là, il t'écoute. Oui. On n'a jamais dit qu'il faut aller causer à un homme. Il faut aller dire à un homme, non, monsieur Michel Ngachou, il y a contradiction. Pour pénétrer dans les peuples, ils ont instauré ce qu'on appelle la confession. Dis tous tes péchés, dis tous tes péchés, ton père va te donner l'absolution. Vous voyez quelqu'un qui vient vomir. J'ai mangé 80 personnes. J'ai mangé, on dit à l'administration, le haut commissaire, que voilà le sorcier là, c'est lui qui vient de nous confier. Le matin, on vient, on vous prend. Donc, je pars de là pour dire que la première dénaturation dans le système, c'est les Occidentaux qui ont empêché. C'est l'arrivée des missionnaires. Ce n'est pas l'arrivée. L'arrivée est une chose, je peux vous rendre visite. Mais c'est l'installation, le processus d'installation. Ils ont tué littéralement l'Afrique. Monsieur Michel Ngachou, l'enfant, c'est à 10 ans qu'on enseigne la notion du secret à l'enfant. Lorsqu'il est déjà sorti de la période d'esclavage, il devient disciple. Et c'est là où on enseigne le secret. Je vous ai dit que mon père me mettait dans les sacs, Mukuta. Il me dit, allons, on arrive, il dit, ah, le sac s'y pèse, pardon, je mets le sac ici. Il entend un sujet, après il se lève, il part. Mon rôle, c'était d'écouter. Tout ce qui était en train d'être dit, je devais écouter. Lorsqu'on sortait, il me disait, qu'est-ce qui a été dit? Je lui dis.
Je lui rends fidèlement compte de ce qui a été dit. Même s'il s'agissait de sa mort, je devais lui rendre compte. Après lui avoir rendu compte, il m'observait dans la maison. Est-ce que j'allais parler? Est-ce que j'allais le dire à ma mère? Est-ce que j'allais le dire? Il vient à me dire, ta mère n'est pas seule. J'ai une autre femme. Donc tu as des petits frères. Ne l'oublie pas. Il m'observe. Vais-je aller dire? Ne vais-je pas dire? C'est là où on mesure la capacité de rétention. Lorsque l'enfant sort de cette étape, à 20 ans, lorsqu'on commence à le faire entrer dans les cercles initiatiques, il y a le rituel des fourmis maniants. On va le faire asseoir. Il doit supporter 5 petites minutes. Parfois, c'est 2 minutes. Ça dépend de vous. Avec les fourmis maniants. Lorsque tu sors, tu dois sortir en chantant. En chantant, tu ne dis pas aux autres ce qu'on t'a fait dedans et tu n'écris pas. C'est ça même l'initiation de la circoncision. Vous sortez en chantant. C'est comme ce volet qui envoie, on coupe la main, il demande à l'autre, il dit que j'ai pris pas pour aller porter. Donc, vous voyez, c'est ça le secret. C'était une initiation. Il y avait le rituel, il y avait enfin le rituel du piment. Et le rituel du piment, on le retrouvait à Baham. Baham, Bayangam, Bawang. Pour passer, c'était un rituel. On vous donnait un morceau, suivant comment vous étiez dans la maison, dans la famille, on vous donnait un piment à mâcher. Vous devez mâcher. Vous entrez maintenant, vous mâchez, vous venez vous asseoir avec les autres, vous tapez les commentaires, sans crier, sans pleurer. Histoire d'amener les autres à comprendre, à garder ce secret. Va et ne dis à personne. Or, plus grand, 30 ans, là vous devez conseiller, ça allait avec le test, parce que là vous traversez une certaine période de la vie. Et à ce moment, qu'est-ce que vous faisiez? C'est l'argent que vous pouvez laisser. Parfois, c'est votre femme. On allait, c'est-à-dire que vous dites que le vice, vous parlez comme les contemporains, on dit non, tu ne vas pas me trouver, mais va laisser le paquet chez ma femme. Va à la maison, tu trouves ma femme, tu vas laisser. En sortant, je dis à la femme que tel viendra te laisser le paquet. Le soir, je rentre, je dis, mais il est venu te laisser le paquet, il a mis combien de temps? Elle dit non, il est même resté ici, là, je l'ai servi, la nourriture a cuit, je l'ai servi. Ah, vous avez causé de quoi? Vous voyez, pour tester et savoir qu'est-ce que je peux dire. Est-ce qu'il convoite? Est-ce qu'il rentrera dans ma vie? Vous devez connaître la personne avec qui. Donc, vous voyez les différentes étapes pour pouvoir donner le secret. À 10, 13 ans, vous avez quel secret? 15 ans, vous avez quoi comme secret? Vous avez quoi comme secret à part vos batifoleries, les histoires d'aller boire le vin et tout comme ça? Vous avez quoi comme secret? Non. Pas. Quand on parle du secret, monsieur Michel Ngachou, c'est vous qui avez amené ce langage, il y a secret. Non. En Afrique, le secret, c'est le secret. Et il n'y a pas secret sans serment. Tout à fait. Il n'y a pas secret sans serment. Permettez-moi de développer, je finis. Il n'y a pas secret sans serment. Avant de dire, jure-moi que. Jure sur ton honneur. Jure sur ta tête. Jure sur la tête de tes parents. Jure sur tes enfants. Ne pensez pas comme vous mentez. Vous dites que non, je jure sur la tête de ma mère qui est morte. Je jure alors que ça vous prend, monsieur Michel Ngachou. Ouais. Il n'y a pas de secret sans serment. Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'il y a eu un serment. En Afrique, il n'y a pas de secret sans serment. Lorsque vous brisez le serment, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle Bombok et moi nous appelons désormais à ce que les chefs d'État africains jurent, prêtent serment sur les lieux sacrés. Et non sur la Bible. Et non sur la Bible, parce qu'on peut mentir, monsieur Michel Ngachou. La preuve, le président américain. Très bien, la preuve justement, la plupart des... Bon, le président américain, moment on le dit à l'instant. Allez, Dominique Audrey Oyengele, justement, l'histoire de ce matin, il va falloir qu'on comprenne également quelle est la position que vous portez aujourd'hui vis-à-vis de cette fille. Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Peut-elle en sortir? Peut-elle retrouver justement une sérénité pour elle-même, y compris même avec son ami qu'elle aurait trahi en dénonçant le secret? Oui, celle qui dévoile les secrets est définitivement à bannir. Lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, vous vous confiez à quelqu'un et que cette personne-là étale votre vie au carrefour, vous ne faites pas de drame, vous ne faites pas de drame, vous ne faites pas de ramdam ni de problème. Vous mettez simplement cette personne à part. Moi, j'estime que la personne en tort dans cette histoire, c'est celle qui a ouvert sa bouche pour raconter sa vie. Parce que si on veut... Si vous n'êtes pas vous-même capable de garder un secret, vous le dites aux autres, vous ne pouvez pas vous en prendre à la personne qui le dira à d'autres personnes. Le secret n'est secret que lorsque il n'est qu'à vous seul. Ce que je veux dire, c'est que la personne a même de pouvoir garder réellement un secret, c'est la personne qui l'ignore. Et si on veut mettre un ami, une amie,
à l'épreuve pour voir si cette personne peut garder un secret. Dites-lui un mensonge. Et si cette personne garde le mensonge, là, vous pourrez lui dire la vérité. En fait, je t'ai menti. Donc, cette femme est en tort. On ne se confie pas aux gens. Les secrets ne sont secrets que lorsqu'ils sont pour vous. C'est tout. Et cette histoire remet, en ce qui me concerne, remet en question la question de l'amitié, en réalité. Sur quoi se fonde l'amitié? Comment est-ce qu'on choisit ses amis? Et qu'est-ce qui fonde notre amitié? Et je crois que tout le monde, chaque téléspectateur, devrait se poser cette question. Cette personne avec laquelle je suis, à qui j'ouvre, à qui je me confie, à qui, pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on doit se poser avant de se reposer complètement sur quelqu'un? Donc cette femme n'a pas d'amis, elle n'a jamais eu d'amis, encore moins cette collègue-là. Donc vous êtes obligés d'être ensemble parce que vous êtes dans le même travail. Mais à celle qui s'est confiée, vivement, si jamais elle nous écoute, vraiment vous coupez complètement les ponts. Donc c'est sans appel. Il n'y a pas moyen de sauver. Et pour celle qui est la commère de service, qu'elle continue. Moi, je ne sais pas s'il y a un traitement pour les vipères. Très bien. Mais monsieur Michel Ngachou, il n'y a pas d'amis qu'on trouve en chemin. Il n'y a pas d'amis qu'on trouve en chemin. C'est un ami qu'on trouve, parce qu'elle a soulevé la question d'amis. On était sur la question du secret. Oui. Les amis, on ne les trouve pas en chemin. Les meilleurs amis, on les trouve sur les bancs. C'est les amis d'enfance avec qui vous évoluez. Non, je dis c'est des amis d'enfance. Oui. Et ces amis, ce ne sont plus des amis, ils deviennent des frères. Oui, ça, vous allez vous rendre compte que quand vous rencontrez un ami avec qui vous avez couru sur les rues de Makaboba, monsieur Michel Ngachou, même si vous coupez le pain, il prend, vous allez dire on a passé des mots. On s'est donné sorti. Oui. Alors, le gars que vous rencontrez au bar, ne dites pas que c'est votre ami. Non, le gars que vous rencontrez sur une affaire, c'est pas un ami. Partout, non. Bien sûr que si. Écoutez, je connais quelqu'un qui a eu une amitié d'enfance justement et tout ça, mais c'est lorsqu'on a grandi et qu'on a commencé à travailler, on s'est rendu compte qu'en fait on n'était pas amis, parce que cet ami-là, lorsque moi j'ai quelque chose, je lui donne, mais lorsque la personne a, il me vend, ainsi de suite. Donc ce que vous mettez, peut-être c'est à votre époque que c'était comme ça, mais après on se rend compte que sur les bancs, les gens sont pas amitié rime avec quelque chose qui ressemble à l'initiation. Voilà. Même vous êtes ensemble dans une salle de classe, vous êtes même 25, vous n'êtes pas lié avec tout le monde. Vous faites des choses dans des centres d'initiation. Par exemple, là, on n'a pas grandi ensemble. On s'est retrouvés dans le processus de l'initiation. On est obligé de garder parce que c'est un peu. Donc, ça veut dire qu'en dehors des bons, on peut avoir des amis. Parce que moi, à l'école, ça n'a pas marché. Donc, si vous n'avez pas il faut mettre initiation parce qu'on va avec serment. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Tout le monde ne va pas faire des initiations. Non, mais c'est ça, l'école où vous avez été. Parce que chaque fois, il y en a un qui jetait son crayon à billes. Il ne voulait pas dire à papa. Et toi, tu en avais peut-être deux. Tu lui donnes, tu ne dis pas non plus à son père. Donc vous grandissez comme ça, et c'est un peu comme des initiations. Ce que vous dites quand même, ça me rappelle quand même une histoire. Et j'ai une amie aujourd'hui avec laquelle on s'est rencontrés en seconde. Mais jusqu'aujourd'hui, je vous assure que si on fait 6 ans sans se voir, le jour où on se voit, on va passer 3 jours, les parents vont nous chasser. Donc voilà, je peux comprendre un peu. Merci. Je peux comprendre un peu. Ça ressemble à l'initiation. Parce que chez nous, tout en Afrique est spirituel. Tous mes amis avec qui on volait les mains. On volait les mains. On se voit, on s'assied. On tape. Un de secrets qu'on partage. C'est ça. Et effectivement, en comprenant aujourd'hui qu'en termes de secret, pour qu'il y ait vraiment un secret, comme vous l'avez très bien dit, il faudrait que, au-delà de l'amitié, qu'il y ait une initiation. Et dans l'amitié, il faut mettre le terme âme. En réalité, c'est l'âme qui est immortelle. Merci. C'est ça qu'on fait prévaloir. C'est de ça qu'on parle d'initiation. Comment nos téléspectateurs vivent-ils leurs secrets, de leurs amitiés et les secrets qui sont... Permettez, comment les téléspectateurs... Ils nous laisseront justement... C'est la jalousie, il n'y a plus d'amitié. Qui nous laissent leur point de vue. Il n'y a plus d'amitié. Laissez-nous mon point de vue, madame, monsieur, sur les pages. Permettez. Page 10-12, le Zénith sur Facebook, ou directement allez vous abonner sur Equinox TV
On vous attend sur le fil d'actualité parce que l'émission est diffusée en direct. Et on en profite également pour s'en excuser. Pour ceux qui depuis des jours ont des petits soucis justement à nous prendre en live sur Facebook, Madame, Monsieur s'en excuse véritablement. Vous êtes conscient justement de la pénétration, du taux de pénétration de l'Internet au Cameroun. Je vais également dire qu'on va saluer en fait les techniciens qui tentent tant bien que mal de résoudre le problème pour vous servir. Dans un instant, la colère, celle signée par Charles Lamembatou ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question du costaud business opéré, organisé dans le processus de rapatriement des Camerounais de l'étranger au Cameroun. Ce n'est plus un secret, consultez les réseaux sociaux et vous allez vous rendre compte que les Camerounais parlent. Comment comprendre que rien ne se fait de manière sérieuse dans ce pays lorsque des bonnes intentions sont affichées? Comment comprendre tout ce business qui a entaché le processus de rapatriement des Camerounais de l'étranger? Que s'est-il passé en Inde, en Afrique du Sud, Dubaï, aux Émirats arabes unis? Les Camerounais de Toronto, Washington, Paris, Sao Paulo, Addis Abeba et j'en passe. Kenya, Togo, Guinée. Chacun a une histoire à raconter concernant cette affaire de rapatriement prescrit, entre parenthèses, instruit par le chef de l'État, qui avait demandé à son temps de faire rentrer tous les Camerounais parce que les frontières se fermaient dans pratiquement tous les pays d'accueil où résidaient les Camerounais. Sauf que, pour faire rentrer les Camerounais, les ambassadeurs ont choisi plutôt ce sucré. Laissez-moi parler trivialement. Ce sucré sur le dos. Y avait-il des fonds qui avaient été alloués pour faciliter le regroupement des Camerounais par pays? Point d'interrogation. Y avait-il des fonds qui avaient été alloués pour permettre aux Camerounais de pouvoir embarquer tranquillement vers la destination Cameroun? Autre point d'interrogation. Comment comprendre que plusieurs semaines après la programmation des vols prévus par le gouvernement camerounais, tous ne sont pas toujours rentrés? Question. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés? Parce que les bus, s'il vous voulez, les avions affrétés étaient pleins? Ou alors parce qu'il fallait débourser certaines sommes absolument pour pouvoir bénéficier d'une place? Que dis-je? Réservez votre place. Comment comprendre toutes ces mesures cosmétiques prises par les gens de Yaoundé? Comment comprendre ce jeu opéré entre les différentes ambassades et le Cameroun? Comment comprendre que certains ambassadeurs sont allés jusqu'à multiplier par 2 le prix pour rassembler les Camerounais dans le point choisi comme étant le point de départ? Le cas de la Guinée où certains sont allés jusqu'à payer 200 000 francs CFA. Savez-vous que dans un premier temps, on a appris que le problème viendrait du fait que la compagnie Ethiopian Airlines qui devait ramener les Camerounais avait été interdite de vol en Afrique du Sud pour ensuite apprendre que c'était faux? Qui avait lancé des fake news? Posez la question aux ambassades. Comment comprendre qu'après que l'on ait annoncé la procédure de rapatriement, aucun numéro de certaines ambassades camerounaises ne passait?
Il fallait utiliser des réseaux bien sournois pour avoir accès à l'information et accès à l'ambassadeur au prix de quelques euros. Impossible n'est pas camerounais. Comment comprendre la mafia qui s'est organisée dans le rapatriement des Camerounais de la Chine pour le Cameroun? Cas de Nyangono du Sud, qui a réussi étrangement, et on ne sait par quelle chimie, à se retrouver en France, puis au Cameroun, et a dit qu'il remercie la première dame. Y a-t-il eu un rapatriement spécial pour lui? Point d'interrogation. Service visa, service consulaire, culturel et même bureau de l'ambassadeur, puis ils n'ont même pas pris sur eux de prévoir un numéro pour les Camerounais en détresse pour le support moral même. On a vu des Camerounais qui avaient payé leur billet retour, mais seulement qui avaient loupé le vol normalement, qui dans le processus de rapatriement ont voulu faire prévaloir leur billet. On a dit jamais, vous repayez. Avec un billet, avec la compagnie qui était prête, on a dit dans le vol géré par le Cameroun, vous repayez. Impossible n'est pas camerounais. Savez-vous qu'on va jusqu'à vendre les places parce qu'il y a un nombre limité de places, disent-ils. Pourquoi donc avoir mis ces bus, ces différents avions à la disposition des Camerounais pour le rapatriement? Savez-vous que le rapatriement des Camerounais, ordonné par le Premier ministre, John Gouté, a été perçu à la fin par les Camerounais de la diaspora comme un véritable business? Tenez par exemple, les Camerounais à Malabo se sont plaints qu'ils avaient été obligés de débourser 200 000 francs CFA pour leur rapatriement au lieu de 130 000 francs par le passé. Où est passé ce gap de 70 000? Posez la question aux ambassades. La première vague des Camerounais est rentrée, mais ils avaient payé 130 000 francs CFA par personne, mais bien plus tard, la deuxième vague, 200 000 francs CFA. Savez-vous que cette affaire-là est devenue, voyant l'affluence, un business pour certains individus qui ne se sont pas gênés pour appeler, traquer, percevoir, encaisser avant de lister pour un éventuel rapatriement au Cameroun. Comment comprendre qu'aucune instruction n'a été donnée finalement pour permettre, à travers des titres, un enregistrement en ligne pour faire entrer Cameroun, Wonderful Kistan, pays de Gombo. Charlemagne battu ce matin, madame, monsieur. Ah ben écoutez, ça c'est fort quand même. Lorsque Charlemagne se retourne vers la diaspora camerounaise et surtout les réalités qui se passent dans nos ambassades. Et là, ce matin, ne pas du gros business de rapatriement des Camerounais vers le Cameroun. Bonbon Bengal, on a entendu plusieurs voix s'élever ici, dans la période de fermeture des frontières. Encore, il faut rappeler que les frontières sont fermées jusqu'à présent et il y a eu partiellement une ouverture où on donne l'autorisation seulement à Air France de pouvoir effectuer des vols en provenance du Cameroun et d'ailleurs en sortant également du Cameroun. Mais il y a eu pas mal de voix camerounais qui se sont levées dans pratiquement tous les pays du monde demandant à être rapatriés dans leur pays. Et Charlemagne nous dit aujourd'hui qu'il y a eu un gros business derrière. D'ailleurs, dans une très belle enquête qui a été menée, on a très bien compris, et il parle de Wonderful Kistan, nous n'y vivons nous pas aujourd'hui. On est éberlués, on est étonnés par tout ce qui se passe, même dans les ambassades, on vole, et on vole même les Camerounais étrangers. On les extorque même de l'argent pour ceux qui sont en Europe, pour ne prendre que le cas, bien sûr, de ce qui s'est passé en Émirats Arabes Unis. N'oubliez pas l'Inde. Bon, on décriait l'Inde ici, mais l'Inde, c'est toute une mafia qui a été gérée en Inde. Comment est-ce qu'on analyse ce genre de sortie? Quel regard jette-t-on sur nos autorités, j'ai envie de dire, sur la diplomatie camerounaise et même ceux qui y officient pour pouvoir plaider en faveur des Camerounais à l'étranger? Il reste une seule chose, parce que dans notre pays, on vole même les indigents. Les indigents, les gens s'organisent pour soi-disant venir vous donner des paiements, on vous demande même de payer. C'est devenu, j'en même parlé de Wonderful Kistan. En fait, c'est incompréhensible. Ce qui se passe, c'est comme si on a validé le règne de la débrouillardise. C'est-à-dire, il n'y a plus
il n'y a plus de société, n'existe plus de société au Cameroun parce que société rime avec aide, avec solidarité. Société veut dire solidarité. Vous êtes dans un gouvernement et le gouvernement c'est le bras armé de l'État. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui résout les problèmes que l'État fait face. Vous avez des citoyens en détresse. Vous ne portez pas secours à ces citoyens-là, mais vous leur extorquez de l'argent. Voilà ce qui est chez nous comme une institution. On ne le dit, ce n'est écrit nulle part. Mais ça se vérifie par cette phrase camerounaise qui est devenue comme, j'allais dire, comme une devise. On va faire comment? Est-ce que c'est justement le on va faire comment là qui ne détruit pas le Cameroun aujourd'hui? Parce que pourquoi on est arrivé à on va faire comment? On va faire comment? On fait avec. Mais est-ce que c'est pas ça qui détruit justement le Cameroun aujourd'hui? Mais justement, comment en est-on arrivé là? On est arrivé là, rappelez-vous, de la première interview du président de la République à la CTV, à Ritingé, c'était en 1987. On lui dit, les gens sont en train, le FOGAP a fermé, il y a des gens qui ont pris l'argent au FOGAP, ils n'ont pas repayé, et ainsi de suite. Il lui parlait d'un certain nombre de choses de détournement, il dit qu'il n'a pas de preuves. Ça veut dire quoi? Ça laisser libre cours aux citoyens de faire n'importe quoi, surtout de voler, dissimuler les preuves, ainsi de suite. Et comme l'autre version de ça, c'était quoi? C'est que vous voulez faire un dossier de retraite, parce que c'est là où ça a commencé, parce qu'on fermait les entreprises à ce moment-là également. Comment les entreprises qui étaient supposées donner les allocations, du moins les pensions à la CNPS ne les cotisaient pas. Donc on dit on suit un dossier. Pourquoi? Maintenant vous venez revendiquer, vous le retraitez, on commence à vous demander l'argent. Ça c'est au niveau de la CNPS. J'ai dit que je parle de l'administration publique parce qu'on parle du gouvernement là. Très bien. Au moment où ça vient au fait qu'on lance les concours. C'est comme ça que les réseaux se sont constitués. Concours 250 places pour tel. Il y a 1000 dossiers. Laissez les élèves composer ou les citoyens composer, vous venez, vous prenez les plus méritants, non. C'est ça, donc en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, la colère de Charles Hamel, c'est la conséquence d'une politique qui est mise en place pour extorquer de l'argent des citoyens. Ainsi de suite. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont là, notamment en Inde, se terminent par là. On leur a dit au ministère des Relations extérieures qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser un vol, pour aller les reprendre. Après les avoir dit, non, regroupez-vous, les gars, les formations sont passées, se sont regroupés, ils ont dit, nous sommes maintenant au nombre de temps. On leur dit, il n'y a pas d'argent. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui doivent tout faire pour payer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est triste. Dominique Audrey également. On va justement dire qu'en dehors même de la période de la pandémie à Covid-19 qui sévit dans le monde aujourd'hui, les réalités de rapatriement sont légion au Cameroun. On va peut-être repenser à nos sœurs du Koweït qui longuement ont demandé d'être rapatriées, mais revenir effectivement sur la période même de la Covid. Alors, souvenez-vous que le chef du gouvernement, Mustatif Diangouté, lui-même l'avait dit, faites seulement une demande et faites-vous enregistrer dans la représentation diplomatique, on se chargera de la suite. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, qu'on soit rentré dans un business où on stocke de l'argent aux Camerounais de l'étranger? Et ce qui est dommage, c'est qu'une fois arrivés au Cameroun, ces Camerounais sont muets et ne se plaignent nulle part. Non, s'ils ne se plaignaient pas, on n'aurait pas eu les informations selon lesquelles ils ont déboursé. Ça, c'est une enquête de Charles Hamel, tu vois. Anyway,
je crois que M. John Gouté a dit enregistrez-vous, on fera le reste. Qu'est-ce qu'il a mis dans le reste? Il n'est pas allé sur le terrain pour savoir comment ça se passait. Maintenant, le reste, c'est chacun qui fait sa loi. Et ce n'est même pas nouveau au Cameroun. On a vu une jeune femme rentrer ici au Cameroun alors que les frontières n'étaient même pas encore ouvertes. On a sorti une note et boum, elle est entrée au Cameroun comme ça. On est dans un pays où c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Il y a des Camerounais qui sont spéciaux et les autres sont rien du tout. On continue de nous prendre de l'argent encore et encore. Moi, j'ai un problème ce matin. La colère de Charles Hamel remet en question le rôle de nos différents ambassadeurs. Tout le monde le sait. Un ambassadeur est quasiment un président de la République dans un pays. Et nos ambassadeurs sont des petits présidents là où ils sont. Leur travail, c'est d'être le relais entre le pays dans lequel ils sont et notre pays ici à nous. Malheureusement, on n'a pas le sentiment lorsqu'on est de ce côté-là que ceux-là font effectivement leur travail. La liste est très longue. On va à Djibouti, on va à Cotonou, à Nairobi. On a vu des Camerounais dormir dehors. On a vu des Camerounais, on les a pris d'un coin, on les a abandonnés dans d'autres pays. Ils s'en sont plaints encore et encore et encore. Jusqu'ici, rien n'est fait. Je crois qu'on devrait punir ce genre de personnes qui font ce genre de travail. Parce qu'il est inadmissible qu'en cas de catastrophe, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on apprenne qu'on a nos frères qui sont en train de pleurer quelque part, qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien du tout, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Alors que lorsqu'on a des ressortissants et qu'on est ambassadeur dans un pays, le rôle de l'ambassadeur, c'est de regrouper toutes ces personnes-là au sein de son ambassade et de s'assurer de leur rapatriement si c'est nécessaire. Ils ne l'ont pas fait. Il a fallu que les gens se plaignent sur les réseaux sociaux pour qu'on ait cette information-là. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Il faille toujours qu'on soit en train de se plaindre pour qu'après, bam, on commence à venir avec le make-up pour enjoliver les choses. Je vous promets que dans les prochains jours, vous allez voir, il y aura certainement des démentis ou bien on va vouloir vous prouver par A plus B que c'était des fakes. Pourtant, ces gens ont certainement donné de l'argent. Merci beaucoup Dominique Audrey. On les voit juste ces ambassadeurs-là quand il faut demander aux gens de venir voter dans leur représentation-là. C'est très important. Allez, merci à vous madame, monsieur de rester présent sur notre antenne. Les différents points de vue vont s'enchaîner avec vous dans un instant. Carison également va se prononcer là-dessus et nous allons revenir sur une réalité structurelle au niveau du Cameroun. Comment en sortir, comment assainir également, mais surtout comment dénoncer afin de rester crédible et donner une image exceptionnelle à notre pays. Comment amener les ambassadeurs aujourd'hui à savoir au mieux traiter les Camerounais qui sont dans les pays étrangers. Qu'est-ce qu'il faut réellement mettre au point? Allez, madame, monsieur, nous en reparlerons dans la deuxième partie avec Charles Amembattu, y compris Maman Bengan et Karine Santia pour les différents points de vue. Merci de continuer à nous laisser vous aussi vos différents messages et surtout vos propositions sur notre page 10-12 Le Zénith ou encore sur la page Equinox TV. Allez vous y abonner, on vous y attend. Bon retour à vous, madame, monsieur. Merci infiniment de prendre la deuxième partie de 10-12 Le Zénith avec la grande famille au complet. Vous également, vous êtes aujourd'hui les membres de cette grande famille. On en profite comme à l'accoutumée de saluer, voilà, on en profite pour saluer tous les Camerounais qui nous regardent ce matin, on va dire en France, au Danemark, en Allemagne, aux États-Unis. Ils sont nombreux, ils sont également en Afrique du Sud, ils sont au Maroc. Nombreux à nous regarder. Merci justement de trouver de l'intérêt à être plus que jamais proche de votre pays à travers votre télévision Equinox TV. À l'instant, bien sûr, avec la collègue de Charles Amembattu, nous reparlions effectivement du gros business qu'il y a aujourd'hui dans les ambassades concernant le rapatriement. Vous le savez, madame, messieurs, on a eu une réalité autour des rapatriements, des Camerounais qui demandaient à revenir dans leur pays après que les frontières soient fermées et on avait qui étaient allés pour faire pas mal de choses. Karine Santia, avec vous justement ce matin, quelle analyse vous faites justement de cette chronique que Charles Amel nous a léguée et la réalité de ces Camerounais qui, pour beaucoup, sont encore restés là-bas? Quand le gouvernement a décidé de faire rapatrier les Camerounais qui étaient à l'étranger en pleine période de Covid-19, la première chose qui m'est venue en tête, c'est sûr qu'il y a les fonctionnaires parmi. Comme d'habitude. Parce que après, vous vous rendez quand même compte qu'il y a eu des avions qui sont arrivés bien qu'il y avait le confinement.
Et le président de l'Assemblée nationale y était, et ainsi de suite. Mais après cela, il a fallu que les Camerounais réclament en Chine, au Japon, en Inde, au Togo, en Côte d'Ivoire et tout, pour que le gouvernement décide de mettre, de faire venir des avions qui vont les chercher. Sauf que là-bas, il y avait des gens qui avaient déjà les noms dans les avions. Parce que c'était des fonctionnaires qui devaient normalement rentrer. Peut-être qu'ils étaient en mission, peut-être qu'ils étaient en vacances, on ne sait pas. Mais qui avaient déjà les noms dans les avions. Donc, il ne restait peut-être plus que 10, 5 places. Et puis, on marchandait les places. Les places se marchandaient. Et malheur à vous, vous n'avez pas la somme équivalente à ce qu'on vous demande. Vous resterez là. Et je vous assure qu'il y a des femmes enceintes qui ont été bloquées à Dubaï parce que on a refusé qu'elles entrent dans l'avion pour rentrer. Oui. Le consul a dit que non, elles ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Elles sont là-bas à Dubaï aujourd'hui. Vous savez où ils dorment? Sous les ponts. Et ne voyez pas parce qu'il y a eu ce silence depuis très longtemps. Parce qu'ils se sont plaints tellement, à un moment, ils ont dit « Aka, on se plaint encore, pourquoi ?» Mais ils y sont. En Côte d'Ivoire, je connais tellement de Camerounais qui étaient pour des missions. Bon, qui travaillent dans les entreprises privées, mais qui sont calés là-bas. Chaque jour, on me demande « Tu n'as pas les informations, tu n'as pas les informations. » Comme si maintenant, je suis le ministère des Affaires extérieures. C'est moi qui donne les informations pour le rapatriement des Camerounais. Mais je vous assure que c'est difficile parce que si vous aviez été envoyé en mission par l'entreprise, ce sera difficile pour l'entreprise de vous prendre en charge de l'autre côté. Ils sont nombreux qui veulent rentrer, mais parfois vous n'avez même pas assez de sous pour payer ce qu'on vous demande avant de rentrer. Il y a que certains même qui sont arrivés là-bas, les passeports sont arrivés à expiration, ils sont calés, et le processus de production des passeports au Cameroun encore lui aussi est bloqué. Donc ils sont dans de vrais draps. C'est assez compliqué, madame, monsieur. C'est formidable parce qu'aujourd'hui, il y a encore des voix à l'extérieur du Cameroun qui s'élèvent. Il y a encore des voix qui demandent à rentrer chez eux. Malgré les fermetures des frontières, il y a des Camerounais qui veulent regagner leur terre. Même s'il faut souffrir, comme on sait qu'on souffre déjà assez au Cameroun, nous croyons qu'il est mieux de venir souffrir chez nous. Parce que si on meurt au moins... C'est justement pour ça qu'ils ont demandé à rentrer. Voilà. Que je préfère mourir là où je vais manger la banane malaxée que de mourir là où il n'y a même pas la pizza. Alors que tu vois... Il n'y a personne pour moi. C'est assez compliqué. On va dire, il y a des cas qui sont assez illustratifs aujourd'hui. Et on interpelle le chef du gouvernement, Mr. Tif Diangouté. Est-ce que vous avez donné justement, une injonction? Est-ce que l'injonction a été respectée comme même telle? des moyens. Parce qu'il dit très bien que les Camerounais qui veulent rentrer au Cameroun se rapprochent des représentations diplomatiques. Qui ont subitement fermé leur téléphone portable. Et bloqué les bureaux. Comment vous expliquez que le réceptionniste de l'ambassade du Cameroun en Angleterre ne parle pas anglais? Il ne cause que français. Vous parlez de quel pays? Angleterre. Il s'exprime qu'en français. En français. Oui. Monsieur Michel Ngachou, on évalue à 530 millions le business global, c'est-à-dire les bénéfices générés par ce processus de rapatriement. 30 millions, c'est pour les passeports, comme elle le disait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé les bas 400 000, les bas 500 000. Vraiment, on te fait un passeport express. En temps 600 000. On dit que l'argent a coulé parce qu'il y a beaucoup qui ont trouvé le passeport, comment vous appelez ça, périmé, monsieur Michel? Effectivement. Ça a donné naissance à ce que vous savez à l'ambassade du Cameroun, où un gros business parallèle, on est dans les 30 millions de francs CFA, monsieur Michel Ngachou. J'espère que l'ambassadeur qui a été rappelé au Cameroun aura la latitude de s'exprimer et de justifier véritablement où est passé cet argent des différents réseaux de tripatouillage. 500 millions, monsieur Michel Ngachou. Qui va le poursuivre? Vous savez, qui va le poursuivre? Non, on connaît. Ils se mangent déjà entre eux, Michel Ngachou. Ils ont commencé à se manger, laissez. Quand quelqu'un va entendre qu'on a déjà entendu 30 millions, viens m'expliquer l'affaire là. Tu avais dit que c'était combien? Est-ce que vous serez encore là? Les enquêtes vont se mener, ne vous dérangez pas. Ce qui est sûr, ceux qui connaissent la vérité. 500 millions, monsieur Michel Ngachou, il y a eu vente aux enchères des places. Karine Sontia n'a pas bien dit. Il y a eu vente aux enchères. On vous dit ce qu'on vous a réservé, c'est 30 places. Au plus offrant. Au plus offrant. Après avoir pris les copines, les copains, les potes, les frères enfants, de la famille, les enfants et les fonctionnaires. Je vous dis comment ça s'est passé, monsieur Michel Ngachou. On vous dit qu'il y a 30 places.
L'autre dit j'ai 1000 euros. L'autre dit j'ai 1500 euros. J'ai 1150 euros. On laisse 1000 euros. C'est comme ça qu'on a géré des gens qui avaient l'argent. Je vous dis aujourd'hui, je vous autorise, monsieur Michel Ngachou, que ceux qui nous regardent en Chine, il y a beaucoup de Camerounais en Chine qui ont des possibilités de vivre, mais qui font la manche désormais en Chine. Parce qu'ils sont arrivés, venaient faire leurs achats, ils ont été bloqués, monsieur Michel Ngachou. La marchandise avec. Lorsqu'il fallait faire rapatrier, je vous ai cité un nom, Nyangono. Nyangono a fait comment pour se retrouver au Cameroun jusqu'à arriver ici, dit merci à la première dame, alors qu'il y a de nombreux Camerounais qui errent. Est-ce que la première dame a affrété un avion spécial pour Nyangono? Lui qui était avec les gars en Chine, on les voyait marcher, crier devant l'ambassade qui veut être rapatrié. Si vous n'avez pas l'argent, là, vous êtes mort. Pareil pour les gens de l'Inde. On a dit aux gens de l'Inde, ok, il y a la compagnie qui viendra vous prendre, payez vos tickets. Les gars sont allés payer leur ticket retour, monsieur Michel Ngachou. Vraiment. Et le jour de rassemblement, on vous dit, monsieur, d'après les trucs et tout, on s'est rendu compte, il y a eu des imprévus, vous devez payer la somme de... Les gens qui voyagent avec combien sur eux pour pouvoir subvenir. Beaucoup sont restés en Inde, monsieur Michel Ngachou. Imaginez les frais d'hôtel, le coût de la vie. Est-ce que ces gars ont des moyens? Alors, allez voir. Au lieu d'aider, il fallait mieux qu'on les laisse ces Camerounais, ils allaient se débrouiller, que de dire que le rapatriement sera gratuit, aux frais de l'État, comme on l'a dit pompeusement, et que sur le terrain, on raquette les différents individus. Oui. Prenez le cas de la Guinée. Je vous ai pris le cas de la Guinée, où le premier rapatriement, c'était 130 000. Lorsque les gars se sont rendus compte qu'il y a des Camerounais en Guinée, on est passé à 200 000. Les 70 000 du dessus sont partis où? Ils sont vivants. Et pourtant, il y avait des avions. Ils sont vivants. Partant du Gabon, de la Côte d'Ivoire, ils sont vivants. Du Togo, monsieur Michel Ngachou. Oui. On a arnaqué ces pauvres gens parce qu'ils n'avaient qu'une seule envie, rapidement se retrouver dans leur famille. Ils ont joué sur cette phrase. Je veux rapidement être auprès de ma famille. On a dit, ok, si tu veux rapidement être auprès, personne ne t'a envoyé, tu payes le prix. Comme les passeports express. C'est assez compliqué, effectivement, pour Charles Hamel. Dominique Audrey peut-être fait le trait d'union aujourd'hui, même si la direction générale à la Sûreté nationale est rentrée dans une enquête pour mieux comprendre ce qui se passe autour du passeport en France. Effectivement, l'ambassade de France, il est démontré aujourd'hui que pour s'offrir un passeport, il faut débourser au moins 200 000 francs CFA. Vous avez fait 50 000. Ah, c'est 250? C'est 250. Ah, très bien. J'ai bien dit au moins. Ça dépend. Et la CNI, 150 000. Et, oui, parce qu'aujourd'hui, pour avoir ces pièces d'identité, c'est devenu un parcours du combattant. Que ce soit même au Cameroun, parce que vous savez, même au Cameroun, au monde parlant, les Camerounais ne parviennent pas à s'octroyer justement un passeport ou encore une carte nationale d'identité. Dans un Cameroun comme le nôtre. Pourquoi, non, mais Charles Hamel Bachou, qu'est-ce que vous faites pour avoir ne serait-ce que la carte d'identité? On vous a promis les cartes d'identité biométriques. Jusqu'à présent, on n'en a pas. Monsieur Michel Ngachou, permettez, oui. Il y a des gens qui veulent se les donner, qui veulent se les procurer. On a eu, Dominique Audrey et moi, des gens qui sont venus nous rencontrer ici à Equinox en disant, voici, on va me faire le reçu, j'ai donné 100 000. Il a dit qu'il devait voyager, l'hôtel et tout pour me ramener ma CNI. Mais c'est grave. C'est grave. C'est ça, dans un pays où on vit, on ne prévoit pas. Gérer, c'est prévoir, monsieur Michel Ngachou. On savait que Gemalto devait aspirer, c'est ça, l'autre structure, là. Comment on appelle ça? La Sarcelle? Thalès. Devait absorber. On devait préparer. On dit il y a eu chamboulement, il y a eu ceci, il fallait prévoir, rupture dans les cartons, il fallait... Mais le Cameroun gagne de l'argent, on gagne de l'argent dans la production de ces cartons. Lorsqu'on parle du carton, il faut le dire en monde de vision aujourd'hui. Pour qu'on produise du carton pour la fabrication du passeport au Cameroun, il faut qu'il y ait une signature du chef de l'État. Avant qu'aujourd'hui, que ce l'État ne soit confiné au Cameroun comme il est là. Il est confiné? Non, il est chez lui, il est au Cameroun. Enfin. Il est confiné? Bon, admettons qu'il soit confiné ou pas. Bon, donc quand il est confiné, je dis qu'il est au Cameroun au moins. Avant qu'il ne soit au Cameroun, souvenez-vous qu'il faisait parfois des voyages, il faisait 30 jours dehors et voire plus. Les Camerounais avaient de la peine à s'octroyer justement
un passeport. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de carton, la seule personne habilitée à signer justement l'achat du carton, c'est le chef de l'État. Donc, vous comprenez que c'est assez compliqué. Vous parlez de 150 millions, peut-être c'est l'information que vous avez en votre possession. Mais Charles Hamel, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le business est grand. Le business est extrêmement grand. On a vu une sortie justement d'un divisionnaire de la DGSN récemment. Revenir nous dit, ben non, on a eu un premier marché avec un premier fournisseur, et puis voilà, ça ne s'est pas bien passé, on a eu un deuxième en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps pour résoudre la question du passeport au Cameroun, pour résoudre surtout la question de la CNI? Bon, le pays, c'est assez grave. Moi, je pense qu'au-delà justement des récriminations qui ont été portées dans la chronique de ce jour, il faudrait également que l'on décrit que le passeport continue de poser un réel problème pour les Camerounais qui veulent aller et venir librement comme le veut la Constitution aussi. Absolument, mais ce n'est pas ce qui est dans comment je veux dire, dans le schéma mental du gouvernement. Ce qui est dans le schéma mental du gouvernement, c'est ce que Charles Hamel a dit. Vous établissez le passeport pour aller nous attaquer à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a bloqué. C'est pour ça qu'on bloque. Parce que vous ne pouvez pas expliquer autrement que vous dites, lorsque le chef de l'État allait en un voyage privé à l'étranger, ça ne signe pas. Maintenant, il est là. Depuis un certain temps, il n'est pas sorti. Le problème, c'est alors quoi? Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne signe pas? L'achat des cartons pour établir les passeports. Qu'est-ce qui fait qu'il ne signe pas? Ça veut dire donc qu'il a signé et on bloque, on dit non. À l'allure où vont les choses là, les Camerounais qui commencent à s'agiter partout, il faut qu'on limite leurs moyens d'aller et de revenir. C'est ce que ça veut dire. Autre fait, mon bon. Au-delà justement comment dire ça, de cette limitation qu'ils auraient mis en place pour empêcher les Camerounais de le faire. Comment vous expliquez aujourd'hui que Air France, Charles Hamel, je vous relance également dessus, comment expliquez-vous aujourd'hui que ce soit Air France uniquement qui ait la possibilité, n'est-ce pas, d'accoster au Cameroun, c'est-à-dire d'effectuer les vols entre le Cameroun et la France, alors que les frontières sont encore fermées? Mais attendez, c'est quoi cette vous histoire? posez la question, la réponse. Vous posez la réponse, c'est la mère patrie. Voilà. C'est comme si vous demandiez pourquoi attendez, le soleil se lève. vous Camerounais, vous voulez que votre chef d'État, le commandant en chef de l'armée sorte, il vous dit je ne viens pas. Et sa sortie, c'est avec l'ambassadeur de France. Et c'est l'ambassadeur de France qui vous explique. Et son état de santé. Et c'est encore lui-même. Les affaires du pays. C'est lui-même encore qui décore vos soldats. L'ambassadeur qui décore. Voilà. Vous voulez quoi? Attendez. Vous voyez la réalité en face, vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Non, Michel veut la caricature. La réalité est là. C'est la France, nous sommes dans le précaré français. La caricature. Nous sommes dans le précaré français. Donc, restons concentrés, madame, monsieur, parce que quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale est en mouvement, même si... On vous a perturbé pendant 3 jours. Maman, non, aucune perturbation possible. On vous a perturbé. Vous avez été perturbé avec un faux débat sur le débat. Vous vous êtes éloigné. Non, il ne devait pas. Non, pourquoi ça? Non, il doit humain. On vous a égaré, monsieur Michel. Voilà, maintenant qu'on ne sait même plus restons concentrés. Je vous le dis, Charles Hamel, nous avons les yeux et les oreilles dans l'Assemblée nationale. Okay. Quels que soient justement les verrouillages qu'on peut avoir en matière d'information, croyez-moi, on est vraiment au cœur de l'actualité. Même si on n'en parle pas encore, on reste attentif et nous invitons les Camerounais également à rester extrêmement attentifs en attendant ce qui va en découler. Tout de suite les messages. Karine Santia, vous nous les laissez également sur les pages 10-12 de Zénith ou encore la page Equinox TV, madame, monsieur. Nous vous lisons tout de suite. Corinne Kouam, l'histoire des passeports, si est un autre chapitre. Ça fait déjà 7 mois que j'ai fait un passeport jusqu'à maintenant. C'est toujours pas sorti. Affaire express là. Si tu es à l'étranger, prends un passeport étranger. Maurice Israël Malan qui réagit aux commentaires. Moi, j'ai tellement de secrets de mes amis et connaissances. Même quand nous sommes en conflit, ça ne sort pas. Là, c'est Givenchy privé. Oui, Dominique. Si vous permettez, je vais faire une entorse. J'ai reçu le message d'un téléspectateur qui dit par rapport à l'histoire du jour, j'ai eu un aveu de meurtre en secret. Aujourd'hui, 2 innocents sont en Kondengui pour 15 ans chacun. Celui qui a tué nous avait révélé son acte sous le poids de sa conscience. Devrais-je en parler? Attends, je crois qu'on est toujours dans la continuité. On est dans la continuité des secrets. Mais il dit quand même que les 2 innocents ont été condamnés par rapport à ça, à un aveu qu'ils ont reçu. Donc on a 2 personnes qui sont en prison et le responsable est dehors et s'est confié. Oui, mais maintenant le responsable lui a dit quoi?
qu'il est responsable de ça. C'est tout. Il demande donc, est-ce qu'il doit parler? On peut lever. Est-ce qu'il peut dévoiler ce on genre peut lever, de... oui, on peut lever. Oui. Il est dans le droit de parler parce que là, c'est une injustice. C'est une injustice qu'il faut rétablir. Dans l'ordre des choses dans l'univers, il faut rétablir les injustices. Et la Bible même encore le dit que là où il y a le mensonge, je mets de la vérité. Là où il y a la justice, je mets la justice. Oui, on peut lever ça. Il peut lever ça. Heureusement que vous maîtrisez les passages bibliques. Non, monsieur Michel, merci. Là, avec Dominique Audrey, là, il faut connaître la Bible. Je les messages, Karine Santia. Ce business de rapatriement ne devrait pas vous étonner, car on trouve urgent de donner aux députés les voitures au lieu de soulager, de soigner les habitants du Covid-19. C'est ça le bon gouvernement de Yaoundé. Bernadette Choufa. Je suis arrivée à un stade de ma vie, quand j'ai besoin de me confier, je le fais avec une personne qui forcément on ne se verra jamais, comme sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Ah bon, c'est on vrai, vous ça. dit, c'est les secrets, même le choix des amis. Le corps humain ou l'être humain est divisé en 3 entités. Il y a le corps physique que vous appelez poussière qui va partir. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Il ne meurt pas. Donc cherchez les gens avec qui vous êtes liés dans l'âme. C'est là où on parle d'amitié. Et chez nous en Afrique, malgré qu'on dise que nous avons, j'allais dire c'est le sentimentalisme qui règle nos choses, il y a cette relation avec la spiritualité. Or, la spiritualité, c'est quoi? C'est différent de la religiosité. La spiritualité, c'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Oui. Donc, en fait, c'est ça qu'on recherche auprès des autres. Et on le cherche comment? On le cherche, ça se reproduit comment? Ça se reproduit comment? Ça se reproduit dans des choses qui ressemblent à des rituels qui restent. Vous avez joué ensemble dans le sable, vous avez vos parents, vous voyez vos parents qui faisaient ci ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là où on vous dira, n'épousez jamais les femmes de là-bas, qui viennent là-bas, parce que, ou alors n'allez jamais en mariage là-bas, rattachez-vous trop des gens d'ici. Donc il y a des codes comme ça, parce que notre vie est spirituelle, essentiellement spirituelle. C'est lorsqu'on laisse ça, on rentre dans le concept occidental, qui est complètement matérialiste, qui est conflictuel. Et on reste fondé notre raisonnement sur le corps. Parce que tu entends quelqu'un dire « Mon cœur a flashé, maman, si je ne l'épouse pas, je vais mourir. » Monsieur, juste une illustration. Vous assistez généralement aux obsèques. Il y a une phase que vous les occidentalisez, vous aimez beaucoup, les témoignages. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez les amis témoigner? C'est le président de l'association c'est les anciens collègues de... C'est ceci, vous avez déjà vu un... Quelquefois, ils amènent même quelquefois les petits-fils qui ont 8 ans. Ils font quoi dans un mariage? Pour le témoignage. Vous avez vu les grands-mères, on les met tellement... Observez ce jour. C'était mon ami. J'ai marché avec lui, on a fait des hauts. Vous ne voyez pas des amis. Vous dites le sens de l'amitié, ça n'existe pas. Il n'y a plus des amis. Peut-être vous dites. Oui, là, j'ai quand même fait pas mal de. Il y a des amis qui veulent quand même témoigner. C'est relatif. Je vais peut-être le dire ici. Moi, je suis allé une fois présenter un deuil à Bantoum de Fembetia. Bantoum, c'est dans Fembetia. Et l'un des amis, justement, son ami, son camarade, Fembetia, quand je dis on sait les questions, c'était un ancien ministre qui est revenu justement là-bas, aussi vieux, témoigner son amitié à son ami qui est parti. Ça, c'est justement une marque que moi j'ai gardée jusqu'à présent. Ça se fait toujours. Non, c'est pas rare. Je l'ai fait le week-end dernier quand on accompagnait David Axel Baïga. En Djokouza, dit on se connaît depuis 85. Il fallait donner les péripéties. C'est comme ça. Et il faut peut-être dire que cet ami-là, effectivement, c'est lui qui avait demandé, aussi vieux qu'il était, je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui, un ancien ministre qui est venu dire « Je viens témoigner mon amitié pour mon ami ». Il a quand même, pendant les obsèques, pris la parole pour dire des choses. Il ne parvenait pas parce qu'il ne supportait pas le poids de l'amitié. C'est-à-dire la douleur justement de la séparation. Alors, imaginez-vous, 30 ans d'amitié, c'est 30 ans de secret, c'est 30 ans de querelle, c'est 30 ans. Vous vous rendez compte, vous portez ce poids. Et c'est ça, quand vous voyez, on dit généralement que ne vois pas le ventre rond de grand-père. Le ventre rond de grand-père a beaucoup de secrets. Merci beaucoup. Karine Santia. Écoutez la voix de... On nous dit en pays banganté que tes yeux ne sont pas plus grands que ton ventre.
Les messages. Oui. Vous vous rappelez qu'à une période, on nous a dit que l'Éthiopie ne voyageait pas pour l'Afrique du Sud, pour rapatrier les Camerounais. Il y a un téléspectateur qui dit que du n'importe quoi, Éthiopie n'est pas interdit de voler en Afrique du Sud jusqu'à février. J'ai voyagé pour Johannesburg avec cette compagnie. Voilà. C'est un fait lancé par les spécialistes du système pour favoriser le gombo, que le gombo sort et après négociation. Les messages Karine. Alors, un autre message. Je trouve mieux de rester seul que d'être mal accompagné. Comment un être humain peut mettre sa confiance sur l'autre? Même la Bible le condamne. Que chacun apprenne à vivre avec ses secrets. Christine Makoun. C'est l'idée que Dominique Audrey épouse. La vie est une dualité. Dominique Audrey d'abord. Vous avez votre sosie quelque part dans ce monde. On est toujours dur. Dominique Audrey, donnez-lui la parole. Oui, Michel, ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsque vous prenez sur vous de dire quelque chose à quelqu'un, enlevez de votre tête que c'est un secret. Dites-vous que comme je le lui dis là, si je dis à Charles Amel que j'adore manger le tapioca et que c'est un secret, pardon, ne dit à personne, que je me prépare à ce que ça peut être dit à quelqu'un d'autre. Vous avez déjà dit. Donc, enlever... Non, ça c'est juste une image. Pour dire que le secret n'est secret que lorsque personne ne le sait. Monsieur Michel Ngachou, je pense que les gens ne maîtrisent pas ce que c'est que la valeur du secret. La valeur du secret, c'est pas la nourriture, c'est pas la boisson, ce n'est même pas le sexe. Non, monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas le sexe, ce ne porte pas sur l'infidélité. C'est pas ça qui est le secret, monsieur Michel. Non, il y a des secrets. C'était une image. Il y a le secret. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas secret, mais il y a le secret. Oui, c'est le secret. Merci. Voilà. Peut-être il y a des confusions justement non, un homme ne peut pas avoir 30 secrets. Ouais. Le secret. Il va vous dire, mon bonheur, je le tiens d'un serpent boa. Si tu viens chez moi tel jour et tu vois telle lampe allumée, n'entre pas, sors. Si un jour nous discutons, je prends l'argent du côté de ma main gauche, je te donne, ne prends pas. Voilà le secret. Mais les affaires de manger le tapioca et tout. Charles, c'était une image. Vous voyez alors. C'était une image. Merci beaucoup. Allez, on va peut-être prendre rapidement le message, madame, messieurs. Dans un instant, on marquera une légère pause. Karine Santia pour la suite des messages. Par les ambassadeurs camerounais, maman, ils roulent carrosse, s'assurer du rapatriement ou même sans demander de voter. C'est pour rester au pouvoir. C'est chacun Bernard qui nous écrit. Rien n'est supprimant dans tout ça. Ce sont les réalités du Cameroun. Corruption et corruption, un fait normal. Moi, pour être mon amie, ma confidente, tu ne dois en aucun cas être une commère. Moi, je peux mourir avec les secrets des gens. Je vois seulement les secrets. C'est vrai que après, ils viendront faire la morale à ceux qui prennent une autre nationalité pour ne plus avoir affaire à de telles situations de passeport et CNI. Alain Simon qui écrit... Oui, mais il faut également avoir, ça peut pousser les gens à se dire, quelle est cette nation dans laquelle je suis né, on ne me reconnaît pas, moi j'ai des problèmes, je vais rentrer chez moi, on me ferme les portes. Demandez aux Camerounais que la phrase qu'ils développent depuis environ 25 ans, on va faire comment, ne doit pas les amener à attendre une assemblée générale des anges au ciel. Ça doit plutôt les amener à changer la situation. On va faire comment doit être traduit en action. Merci, Momo. Il faut que ça change. Donc, il faut que ça change. Arrêtez justement de vous dire, on va faire comment. On fait avec. Il est important que les Camerounais se lèvent et regardent droit devant eux. Il faut repenser justement à demain. Dans un instant, madame, monsieur, on marquera une pause. Nous vous rappelons que nous sommes sur les antennes Equinox Télévision, au cœur de votre programme 10-12 le Zénith, talk show qui vous permet de mieux comprendre l'actualité des sujets qui gravitent autour du Cameroun. Mais aussi, nous marquons une pause pour saluer nos partenaires. Constille Amine, bonjour. Alors bonjour Michel, bon week-end à tous les téléspectateurs de cette émission et bon week-end à tous les clients du concept Salaka, ces clients à qui je dis une fois de plus, merci beaucoup de faire confiance à votre client. Je pense bien sûr à nos clients de Yaoundé, les autorités de l'armée, c'est-à-dire dans les ministères, bien sûr dans les magasins, c'est tout le monde qui écoute la télévision Equinox et c'est chacun qui veut faire des achats au concept Salaka. À tout cela, je leur dis merci beaucoup, 1000 fois merci de faire confiance au
concept Salaka. Alors, je commencerai déjà ce matin par les modalités de livraison pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala. Oui, pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin, bien entendu, de faire des achats au concept Salaka, il suffira tout simplement d'appeler le numéro du concept Salaka que vous aurez tout à l'heure et de passer votre commande. Oui, bien entendu, de passer votre commande. Quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, nos numéros de téléphone, vous les avez. Une fois que vous avez passé votre commande, nous nous chargeons d'expédier vos marchandises. Oui. Et pour les clients de Yaoundé, vous avez été habitués à être livrés à domicile. Mais depuis depuis la venue de cette pandémie, le coronavirus, on a plutôt opté pour une livraison directement à l'agence de voyage United Express. Je tiens à le rappeler et à l'éclaircir à tous les clients de Yaoundé. Vous êtes à Yaoundé, vous voulez faire des achats au concept Salaka, passez tout simplement votre commande et le représentant du concept Salaka vous donnera rendez-vous à l'agence de voyage United Express. C'est au quartier Essos. Une fois qu'il est là-bas, vous allez venir sur place récupérer votre commande. Et tous les articles que nous vendons sont avec garantie. Et vous savez bien que l'un des slogans du concept de Salaka, nous ne dépannons pas les articles en cas de problème, nous les remplaçons. Parce qu'il est hors de question qu'un client achète par exemple un article à 10 000 francs et se voit en train de dépenser plus de 5 000 pour le dépanner. En cas de problème, revenez avec l'article, nous remplaçons l'article. Mais de plus en plus, on n'a pas de retour. Tous nos clients sont satisfaits. Tous nos clients sont des ambassadeurs du concept Salaka. Et à ces clients, je leur dis merci beaucoup. Alors, à l'instant, place à l'espace de au temps de la présentation du produit qui est en vente ce matin, c'est bel et bien le correcteur de posture. Le correcteur de posture, comme je l'ai si bien dit, c'est une jaquette médicale. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Il permet également de faciliter la bonne circulation du sang. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Il permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Et là, j'attire l'attention de tous les conducteurs, que ce soit les bensikineurs, les camionneurs, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, ceux qui ont les voitures personnelles. Pensez de temps en temps à porter le correcteur de posture quand vous êtes au volant, c'est important. Également, ceux qui font des travaux durs, pour dire en un seul mot, en une seule phrase, chacun devrait avoir son correcteur de posture que j'aime appeler correcta de posta. Any man must get a correcta de posta. Le correcta de posta coûte la somme de 10 000 francs au magasin 1001 tapis. Il est disponible en deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. Le correcteur de posture est également disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille S pour les tout petits, vous avez la taille M, la taille L, la taille XL, la taille de double XL et la taille standard. Il se lave facilement avec le savon et non avec le détergent. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. On peut faire le sport, on peut aller au marché, on peut cultiver avec, on peut tout faire avec le correcteur de posture, mais à condition de ne pas dormir avec le correcteur de posture. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez-les à présent. Le point de vente de ce correcteur de posture reste demeure le magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est à Douala au Cameroun. Et je rappelle que nous faisons les livraisons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Il suffit tout simplement de nous contacter. Nous allons tout de suite sortir avec, bien entendu, la présentation de cette pommade magique. Oui, la pommade contre les hémorroïdes, la voici. Une exclusivité du concept Salaka. Il n'y a que le concept Salaka qui vous permet d'avoir cette pommade contre les hémorroïdes. J'ai constaté qu'il y a les enfants de 2 ans qui ont les hémorroïdes. Et parmi ces enfants, ils sont nombreux qui sont passés au magasin. Et tous ceux des enfants qui utilisent la pommade contre les hémorroïdes ont retrouvé le sourire. Alors, vous aussi, vous me regardez en ce moment. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre, vous souffrez des hémorroïdes, alors venez au magasin 1001 tapis ou alors appelez le concept Salaka et achetez la pommade contre les hémorroïdes. Je vais conclure la vente de ce matin avec une très bonne information commerciale.
À partir de la semaine prochaine, Michel Ngachou, les téléspectateurs l'ont demandé, les téléspectateurs l'ont réclamé. Le concept Salaka se dote de 2 nouveaux produits. L'un de ces produits est une languette médicale pour les douleurs au niveau de la plante des pieds. On en parlera. On en parlera déjà. On en parlera. Il y a également l'appareil pour nettoyer les oreilles. Ces 2 produits sont déjà au magasin Mille Tapis. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Constillami. On en parlera avec fierté lors de vos différents passages ici. Et à bientôt. Nous vous souhaitons également de passer un très bon week-end de l'endroit où vous êtes. Et il faut en profiter absolument pour un petit moment de repos. Madame, Monsieur, nous poursuivons avec vous cette seconde partie de 10-12, le Zénith, effectivement. On va quand même vous rappeler qu'en ce moment, un procès en même temps est en cours. La seconde affaire du ministère public et l'État du Cameroun concernant l'entreprise Camwater. Aujourd'hui, Atanganakuna demande la main levée justement sur ses comptes pour restituer le montant d'un peu plus de 1,265 milliard de francs CFA. Il poursuit justement la restitution du corps du délit. Il veut sortir effectivement de prison et on va dire qu'à ses côtés, il y a entre autres des personnes, des co-accusés également, M. Atangana Stanislas, y compris M. Mbida, René Martin, pour ne citer que cela. Ça évolue très bien. On attend justement voir ce que ça va nous donner dans les jours à venir, quand on sait quand même qu'il y a le TCS qui est là et qui vous donne la possibilité maintenant de rembourser le corps du délit et qu'on trouve le moyen justement de vous libérer. On verra ce que ça va donner. Allez. Un Camerounais demande qu'on ouvre, on lui donne la possibilité d'avoir accès à ses comptes. Oui. Il était vendeur de quoi? Il demande la possibilité. Pour rembourser un peu plus de 3 milliards. milliards. Sur ses comptes, en fait. Oui. Non, 1 milliard 265 millions. Et quel fonctionnaire 374. Il a fait comment pour avoir cet argent dans une république comme celle du Cameroun? C'est pour ça En tant que fonctionnaire, en tant que ministre. en combien de temps? En tant que ministre? En tant que d'abord directeur général. Et il faisait quoi? Le cacao, comme son autre ami là, qui a construit une maison, il faisait le cacao. Oui, il avait un puits de pétrole en héritage. il est un digne fils nigérien, un héritier nigérien. Même pour ça, même rien que pour ça, on doit encore le coffrer. Rien que pour ça, encore on doit le coffrer. Une nouvelle affaire. C'est une nouvelle affaire dans l'affaire. Il a eu 1 milliard 200 où? C'est venu comment? On doit interroger. M. Salamel. C'est pour ça qu'il a pris. Il veut tout faire aujourd'hui pour sortir de prison. Ah d'accord. Il fait tout justement pour sortir de prison. Il se dit en restituant le corps du délit au moins, le tribunal peut moi je le comprends. débuter Le problème c'est pas lui. Le problème c'est le système qui dit que si vous détournez 500 000, on doit vous condamner à vie. Mais si vous détournez 50 millions, vous pouvez rembourser le corps du délit et on vous libère. Vous pouvez rester en libre. Des entorses. Voilà, des entorses, justement. C'est assez compliqué. Allez, madame, messieurs, vous êtes nombreux également à avoir réagi depuis ces 24 heures sur la toile autour de différents sujets qui gravitent et vous êtes vraiment nombreux Camerounais à vous exprimer. Ça, on va dire vraiment qu'on est surpris. Merci de le faire. Mais Karine Santia a une belle mission chaque jour. Elle recoupe ces sujets et elle les ramène ici. Question d'être en phase avec vos appétits. Karine Santia. Oui, le premier sujet sera en hommage à Marc-Vivien Foué, 17 ans, que le joueur portant le dossard numéro 17 de l'équipe nationale du Cameroun, version masculine, Marc-Vivien Foué, décède, âgé de 28 ans seulement. Il était milieu défensif. On a encore en image ce duel avec Yepes, à la suite duquel il s'écroula et l'autopsie a déterminé un arrêt cardiaque suite à une hypertrophie cardiaque. Aujourd'hui encore, on se rappelle de lui au Cameroun. Est-ce que le Cameroun a assez fait pour que sa mémoire soit honorée? Qu'est devenu sa famille? Qu'est devenu le système de santé pour les footballeurs et les sportifs camerounais? On en parle. On en parle, Karine Santia également, et vous touchez un point extrêmement important. On questionne ce matin la santé du sport à la suite de la réalité qu'a connue Marc-Vivien Foué. Qu'est-ce que le ministère des Sports ou encore même la Fédération camerounaise de football a mis en place pour pouvoir efficacement permettre aux Camerounais de mieux comprendre la réalité autour de la santé du sport. Mais avant d'y arriver, je vous donne la parole, Charles Mbachou. 17 ans quand même, 2003, 2020, 17 comme le dorsal, 17 qui portait d'ailleurs comme le mot 17 que Marc-Vivien Foué portait. Peut-être la colère aujourd'hui des Camerounais est assez grande et c'est le moment de dire et de montrer que le Cameroun ne sait pas honorer ses vaillants combattants, surtout ceux-là qui sont morts au champ de guerre comme Marc-Vivien. Monsieur Michel Ngachou,
Un enfant qui n'a pas pleuré son père ne peut pas pleurer ses enfants. Ah, très bien. Un enfant qui n'a pas fait le deuil de son père, ni de celui de son grand-père, ne peut pas pleurer ses enfants. A-t-on pleuré Ruben Oumiobe? A-t-on pleuré Ernest Wandier? A-t-on pleuré Mbappé Lépé? Donc vous comprenez aujourd'hui que ce qui se passe avec... vous déduisez en même temps hein, que ce qui se passe avec Marc-Vivien Faux aujourd'hui est compréhensible. Il y a un qui est vivant, qui ne cesse de crier dans toutes les télés, Albert Roger Mila, wow, 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 donnez-moi le stade de Chapeauman, wow, 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 qui le regarde. Ouais. C'est assez compliqué quand même. C'est assez compliqué quand même parce que... Ne... Mais est-ce que vous savez aujourd'hui que lorsqu'on parle de son complexe sportif, je crois que c'est Biteng, effectivement, aujourd'hui un commissariat serait même très proche de ce complexe? Monsieur Il Michel aurait Ngachou, pris des installations là-bas? Monsieur Michel Ngachou, tant qu'on n'a pas pensé au Panthéon, tant qu'on n'a pas honoré la mémoire de ceux qui sont partis, tant que chaque village n'a pas fait les funérailles de tous ceux qui sont morts dans le maquis, ce pays restera dans son nuage noir. On ne pourra rien faire à fouet, monsieur Michel Ngachou. Ils sont nombreux qui ont pris les engagements. Mais ils feront quoi? Rien. Ce n'est que des engagements. La preuve, quand quelqu'un décède, il n'y a pas longtemps, vous et moi, on était à un deuil, monsieur Michel Ngachou, où lorsque nous sommes arrivés, on a promis non, tu peux compter sur nous, nous sommes tes tontons. Biper la personne là maintenant que tu avais dit que on pouvait compter sur toi. Ah, c'était la circonstance. Il fallait juste qu'on te réconforte. C'est tout. C'est tout. Donc j'estime que là, c'est le propre des Camerounais. On ne reconnaît pas comment Maman Guéa vient de partir. Comment Claudine Dam vient de partir. 3 AVC en 10 ans. Combien la Rodia. Comment est-ce que la Rodia est morte? La Rodia est morte dans un état de précarité. Comment Boalotine est mort? Comment Akeloba? On peut vous citer beaucoup. Le Cameroun n'honore pas la mémoire. Manu Dibango aujourd'hui un exemple patent. Attendez, on ne commémore pas on ne respecte pas la pensée, la mémoire. Ah, on devait déjà introduire dans les différents cours, monsieur Michel Ngachou, dans les écoles, les écrits de Ruben Oumiobe, enseigner le sens du nationalisme aux Camerounais. Au contraire de ça, on en voit autre chose. Je déplore de tenir ces paroles le 26 juin, c'est la date du décès. Mais Marc-Vivien Foué, de là où tu es là, repose en paix, mais sache qu'avant toi, on n'a pas honoré. Pendant que tu étais là, on n'a pas honoré. Ce n'est pas après toi qu'on va t'honorer. Espérons que les mentalités vont changer. Maintenant, la question justement, Mbon Bengan. Oui, espérons que ça va changer. Mbon Bengan, aujourd'hui, la question effectivement de la santé du sport se pose. On n'a eu aucune lumière sur la réalité de ce qui aurait, enfin, après avoir connu ce qu'il y a de façon scientifique, conduit à la mort de notre compatriote Marc-Vivien Foué. Aujourd'hui, ni le ministère de la Santé, ni le ministère des Sports, ni l'Africa Foot n'a mis en place effectivement, on va dire, des mesures pour parler de santé du sport et édifier davantage les Camerounais là-dessus, surtout les jeunes sportifs. Vous avez raison. Là, votre question envoie 2 volets. D'abord, la santé du sport. Est-ce que le mouvement sportif camerounais se porte bien? Non, pas du tout. Et maintenant, la santé des acteurs du sport, donc des athlètes. Là aussi, rien du tout. Pour la santé du sport, je me rappelle, c'était le 27 au 29 mai 2010, on avait organisé un forum sur le football camerounais. La commission qui parlait du football professionnel, football amateur, avait comme guide l'ancien ministre Félix Toyembo. Il leur a posé une question simple. Comment voulez-vous aller à l'université sans passer par le secondaire? Donc, il dit, c'est pas possible. Vous prenez les enfants, l'internat, j'ai appris qu'il y a les centres de sportifs des enfants, les écoles de football, et vous n'avez pas de championnat. Vous voulez faire un championnat professionnel. Vous n'avez pas de championnat amateur. Parce qu'apparemment, le chef de l'État avait dit qu'il veut un institut supérieur des sports. C'est ça qu'on a confié à Ngachou dernièrement. Ils ont regardé le ministre Toyembo comme s'il sortait de l'ordinaire. Oh, c'était ça la question principale. Ne fallait-il faire aujourd'hui? On va à volo. Maintenant, l'autre volet. La santé des sportifs. La santé des sportifs. Ou des acteurs du sport. Des acteurs du sport, oui. Il y a 3 personnes
qui s'était engagé justement à tirer les leçons pour l'encadrement des sportifs dans ce niveau-là. Il y avait le président David Mayebi qui dirigeait l'association des footballeurs camerounais qui est devenu syndicat national des footballeurs camerounais, mais il avait 2 experts. Le premier, c'est le professeur Amapierre et un autre, c'est le docteur Ngale Mponjo, dont le frère aîné de Mokoko Mbonjo, c'était un ancien footballeur de l'équipe nationale. C'est d'ailleurs sa place. Il jouait, en fait, Fowé jouait au même poste que lui, milieu défensif, c'est comme ça. Parce que lui, à l'équipe nationale, il était remplacé par Koundé Emmanuel, Jean-Marc Ngale-Mbonjo. Et, figurez-vous, c'est un ancien président des chirurgiens, de l'ordre des chirurgiens camerounais. Comment ils appellent là-bas, Société des chirurgiens du Cameroun. Ils ont élaboré des programmes qu'ils proposaient même dans ce qu'on a dans les facultés de médecine au Cameroun. Mais au premier abord, ils ont négocié et obtenu les défibrillateurs, c'est-à-dire comment accompagner les footballeurs qui peuvent tomber, on peut les maintenir à un moment donné. Mais je vous en prie, ils n'ont jamais été écoutés. Ils n'ont jamais été écoutés. Voilà, les 3 c'était des anciens footballeurs, bien que encadrés et soutenus par Roger Mila à l'époque. Donc, et Mayebi qui était l'un des dirigeants de la FECAFOOT, il n'a pas été entendu. Je ne sais pas si Nditap, qui a pris commande du syndicat aujourd'hui, sera écouté, sera entendu. Est-ce que le docteur Ngale Mbonjo et le professeur Amapierre vont continuer? Toute la question est voilà, là ce donc on n'a pas su tirer ces leçons-là. Et plus loin, c'est en France et ailleurs qu'on vous parle de Prima Vivien Fowé ici, parce qu'on a 2 problèmes, parce qu'on ne veut pas reconnaître 2 valeurs dans notre pays. C'est ce que Charles Hamel développait, le respect et la reconnaissance. Mais au-delà de 2 valeurs, bon Bengan, sachez qu'au Cameroun, il y a un prince, il y a un dieu, on ne parle pas d'autre personne que de lui. On se comprend très bien. Et c'est là le problème. C'est justement ça, parce qu'on ne voudrait pas reconnaître qu'il y a des gens qui font lui-même, bien. il est en joie. Dernièrement, on a fait revivre le but de François Oman-Biyik il y a 30 ans, face à l'Argentine. Le président était là, il était tout en joie. D'abord, quand il arrive, la première Coupe des Nations en 84, il est en joie et tout. Mais les Lions indomptables lui ont procuré la joie et tout. Mais qu'est-ce que lui, il renvoie donc à ces Lions indomptables? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est très grave. On a un championnat professionnel sans footballeurs professionnels comme dirigeants. C'est un sujet sur lequel on s'arrêtera, Maman Bengan, dans les jours à venir, en attendant que Karin Sonti-Acclam nous redonne effectivement le 2e sujet de la revue des réseaux sociaux. 2e sujet de la revue des réseaux sociaux, on parlait tout à l'heure de la dégringolade des prix de la tomate. Sur le marché, depuis le début de la pandémie, c'est devenu très moins cher, comme les commerçants le disent. Et sur Internet, il y en a qui vous montrent la quantité de tomates qu'ils ont achetées à 450 francs. Mais vous tombez des nues. Et pourtant, il y a quelques semaines seulement, on achetait encore 3 tomates à 200. Donc aujourd'hui, tout a changé. Entre-temps, sur Internet, les planteurs sont aux abois et crient aux pertes. Pendant ce temps, les consommateurs sont très contents de ce prix-là. Qui est-ce qu'on pointe du doigt? Ce sont notamment les agriculteurs. Non, pas les agriculteurs. On dit que c'est le coronavirus qui est à l'origine de tout cela, parce que les Guinéens, les Gabonais venaient acheter de la tomate, étant même encore dans les plantations. Mais cette année, ils n'ont pas pu venir, raison pour laquelle tout cela se retrouve au marché au même moment et on ne sait plus quoi en faire. Donc, pourquoi pas penser à la transformation? Voilà une issue que donnent les internautes. Permettez, Charles Hamel, on va donner la parole à Dominique Audrey, justement, sur la question. Dominique Audrey, aujourd'hui, on peut quand même dire que la réalité que présente le cajou de tomates aujourd'hui au marché, qui est porté à 2000 francs, alors qu'hier on était pratiquement à... C'est 1500 000 francs aussi ailleurs, hein, dans certains marchés. Mais on était déjà à 7000 parfois. 7000 francs le cajou de tomates. Alors on est à 2000 francs aujourd'hui. Est-ce que ça ne relance pas de façon sincère la question même de l'autosuffisance alimentaire qui a été longtemps prônée au Cameroun et qui aujourd'hui ne l'est plus? Les gens qui se plaignent du prix de la tomate ou bien qui sont contents du prix de la tomate,
Ça montre simplement qu'ils ne visitent pas, qu'ils n'achètent pas les tomates en cajot, parce qu'on sait qu'en saison de tomates, les prix baissent et les cajots sont très accessibles. À 2500, vous avez un cajot de tomates. Maintenant, il y a peut-être le facteur des frontières qui sont fermées, qui amplifie, qui fasse qu'on ne puisse pas en sortir. Mais normalement, vous trouvez parfois des cajots à plus de 10 000 francs. Tout dépend de la saison. Et maintenant, nous sommes en juin. Il y a actuellement des tomates. Donc, il n'y a pas d'extase à avoir au niveau des prix de la tomate qui avoisine 2 000 francs. C'est tout à fait normal. Il y a la tomate. C'est la saison des récoltes. Il y en a suffisamment. Maintenant, pour les frontières, c'est juste le surplus. Et vous avez mentionné qu'on peut migrer vers une industrialisation des productions. Monsieur Mbachou parle souvent du ketchup camerounais. Peut-être c'est le moment, mais est-ce qu'il y a des machines? Est-ce que ça a été pensé? Est-ce que... Non, donc on va simplement en consommer. Il faut faire des réserves. Et maintenant, ce qu'on vend à 1500, il y a la qualité. Hein. Parfois, il y a des tomates qui ne sont pas de très bonne qualité. Ce qui fait que le prix ne sera pas forcément bon. Très bien. Karine Sons également, vous qui êtes femme, c'est une réalité. Vous avez également compris ce sujet. Mais moi, je pose la question sur est-ce qu'en dehors de la tomate, il n'y a pas d'autres réalités agricoles aujourd'hui où les prix auraient drastiquement baissé sur le marché, permettant chaque Camerounais de pouvoir s'en procurer maintenant sans souci? Il y a les légumes, même ce qu'on appelle généralement le folon. Il y a les légumes qui sont à des prix abordables en cette saison. C'est vrai que c'est la saison des pluies. Non, vraiment, la banane, il ne faut pas toucher. Faut pas toucher. C'est 5 doigts à 200. Et si vous ne voulez pas vous laisser, vraiment. Donc, vraiment, la banane, il ne faut pas toucher. Le plantain, il ne faut pas toucher. Le macabo, il ne faut pas toucher. Il y a tellement de choses qu'il ne faut pas toucher. Le manioc, bon, sensiblement. Mais vraiment, là, vous parlez de tout, mais ne parlez pas de banane, ne parlez pas de macabo, ne parlez pas de plantain, parce que maintenant, pour s'alimenter avec, riz, il faut avoir vraiment je ne veux pas parler de... Oui, je veux parler des poches solides. Très bien. Donc, vous dites quand même que malgré la fermeture des frontières, aujourd'hui, les gens sont encore dans la consommation abusive du riz, entre guillemets. Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que déjà la simple préparation du riz est facile et aussi que c'est facile aussi à trouver. 100 francs la boîte. Pas forcément, hein, il y a des endroits où on vend à 150 francs, vraiment de la qualité aussi. Riz, mais ce qui m'intéresse plus par rapport à la tomate, c'est le fait que nous soyons en pleine saison et que c'est vrai que généralement la tomate est sensiblement à des prix abordables en cette période, sauf que le problème qui se pose, c'est que même les personnes qui achètent, les grossistes qui achètent pour revendre ont des problèmes parce que malgré le fait qu'on achète abondamment, il y a des restes, ça pourrit dans les magasins et certains planteurs ont finalement abandonné dans les champs parce que quand vous finissez même de récolter, vous n'arrivez pas à trouver qui va acheter parce qu'on achète beaucoup ou on ne consomme pas tout en fait. Alors, merci Karine Sontia. On va laisser les femmes, hein, Charles même battu. Non, il y a un problème, on ne peut pas laisser les femmes. C'est nous qui donnons l'argent des J'aurais voulu qu'on laisse les femmes s'exprimer là-dessus. Non, il y a deux problèmes principaux. Non, en plus, c'est qu'elle a dit, on ne conteste pas. Vous vous avez rendu compte que la mère achetait il y a deux problèmes, moi c'est le gouvernement. Il a vu la tomate. Le premier problème, c'est le calendrier agricole. Voilà. Est-ce qu'il y a un calendrier agricole dans notre pays? Non. Deuxième, Audrey là, a relevé ça. La transformation. Est-ce qu'on ne peut pas avoir mettre en place au Cameroun une industrie de tomates? On prend nos tomates, on les congèle, on les met dans le boîte, on fait. Donc c'est un problème, on fait comme si, ah oui, les Gabonais et les Équato-Guinéens qui venaient prendre la tomate au champ, était une bonne chose. Et c'est d'ailleurs ça qui énerve les planteurs. Non, je vous dis, chers amis, c'est pas comme ça. On a très peu de temps, mon box. Charles Amel. Monsieur Michel Ngachou. On a très peu de temps. Oui, je sais qu'on a très peu de temps. Mais c'est quand même la nourriture. C'est important. Monsieur Michel Ngachou, il y a une question qu'au niveau du ministère de l'économie, on devrait se poser. Que mangent les Camerounais? C'est dans votre nutrition que se trouve votre santé. Absolument. Faites le tour des restaurants à Douala. Vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes plats. Riz, sauce tomate, riz, sauce arachides, mbunga, ekoribon, vous avez le... je prononce peut-être mal. Le héros, vous voyez, le poisson braisé, c'est les mêmes produits. Le pistache est en train de disparaître. Le foufou est en train de disparaître. C'est les diététiciens. C'est lorsque vous êtes malade, vous arrivez, quand vous dit vous allez manger le zom.
Vous dites que les hommes, c'est quoi? On vous dit Auréolus ou c'est quoi? On vous donne le nom, la tête. non. Ça vaut ta monnaie, allez vous débrouiller au marché. Il devait avoir des économistes qui travaillent avec des diététiciens pour nous dire on a trop cultivé le macabo cette année. On aura trop de diabétiques, vous allez trop manger les féculents. On se dit, il faut réduire. Dans quel pays? On produit pour produire. Non, mais c'est ça. C'est ce que Bob dit. On produit pour produire. Si on avait dit attention, la pluviométrie sera très élevée, il va vraiment pleuvoir, il y aura beaucoup de tomates, attention, réduisez, parce que le temps, c'est ça, voilà comment on travaille. Le message est passé chez Lamel. Caresson, tiens, va se demander. Oui, le dernier sujet, sujet. On parle de l'éclairage, notamment sur l'affaire Igor Bros, ex-entraîneur des Lions Indomptables. Alors, les dernières informations nous disent qu'à l'arrivée du comité de normalisation présidé par Dieudonné Api à la fédération, Hugo Bros accusait déjà des arriérés de salaire et au moment où le comité met fin à son contrat, il a encore 3 mois d'arriérés. Il faut noter que les entraîneurs ne sont pas payés par la FECAFOOT, mais par le gouvernement en totalité. Et après la rupture, il saisit la FIFA pour licenciement abusif et réclame environ 300 millions de francs CFA. Il a été débouté de toutes ces demandes, à l'exception des arriérés de salaire que le Cameroun ne contestait pas, au contraire, reconnaît dans ses conclusions. Et c'est la seule chose qui lui a été accordée et qui a été déjà payée depuis le 15 juin, notamment 114 204 152 francs et 33 684 278 francs CFA pour son adjoint. Allez, l'affaire Hugo Bros relancée finalement, le paiement a été effectif, le nord du Cameroun... L'affaire close. Peut-être affaire close, entre guillemets, oui. Au nord du Cameroun, l'avait sauvé. Non. Un bonbon bengal. Non, comment vous l'avez comment? Il faut laver ça comment? Avant lui, il y avait Harry Hand et tout ce que vous voulez, Walker Finke et tout. Javier Clemente et ça continue. Parce que ce que vous venez de dire là, c'est ça même le cœur de la mafia du football camerounais. C'est cette mafia qui a coûté 15 mois de suspension à Samuel Eto'o. La connexion entre la Fédération camerounaise de football et le gouvernement. Et la FIFA en haut. Donc en fait, lorsqu'on crée l'équipe nationale fanion du Cameroun, les Lions Indomptables, par Félix Toyenbok à l'époque, il est dit que c'est un patrimoine de l'État du Cameroun qui le gère à travers le ministre en charge des sports. Donc, chemin faisant, la FIFA revoit ces textes. Il se trouve que la FECAFOOT doit... Maintenant, quand on arrive donc, la FECAFOOT, il y a une jonction d'argent, comment vous appelez ça? La direction administrative et financière des équipes nationales, au lieu d'être dans la fédération, ça se trouve au ministère des Sports. C'est bien dommage. Et après, on vous dit, c'est la FECAFOOT qui recrute. Vous recrutez quelqu'un et quelqu'un d'autre le paye. C'est bien dommage. Mais on rappelle quand même que jusqu'à présent, dans le texte du Cameroun, dès la création justement de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe nationale est appartient un patrimoine de l'État. C'est un patrimoine justement de l'État du Cameroun. Et c'est le président de la République qui recrute les entraîneurs. En principe. Voilà. Bon, on va revoir ça. C'est le ministère des Finances qui paye et c'est la FECAFOOT qui recrute. Voilà. Allez, oui. On va certainement, madame, monsieur, on arrête là pour cette édition. Nous vous disons merci d'avoir trouvé l'intérêt à nous regarder pendant toute la semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine, lundi, avec le même plaisir lorsqu'il sera 10h. Restez sages, il est important, mais surtout, madame, monsieur, restez éveillés. Le Cameroun est le nôtre et non pour les Français.